Tu rentres dans une entreprise, tu es rentré dans bien des entreprises. C'est quoi la première chose que tu attaques généralement? Je vais te dire la première heure, OK? Fait que je me présente, puis là, c'est toi le président, mettons. Puis je te dis, Léo, c'est quoi les tableaux de bord que tu regardes à chaque jour, chaque semaine ou chaque mois? Fait que là, tu vas me dire ce que tu vas me dire. Mm-hmm. Puis là, ça me permet, dans 15 minutes, de savoir tout de suite quelles sont tes valeurs. C'est quoi qui est important pour toi? Par exemple, si tu dis je surveille le niveau d'inventaire, bien, pour toi, c'est important. Mais si le président d'une société manufacturière dit que lui, il surveille les ventes, puis il surveille pas les stocks, puis tu as 40 millions d'inventaire, puis ça tourne pas, tu vois qu'il ne regarde pas le bon tableau de bord par rapport à ce que la compagnie devrait mieux maîtriser, si tu veux, pour être performante. Bienvenue au podcast Vision Dev, où les entrepreneurs, les innovateurs et les créateurs viennent partager avec nous non seulement leurs histoires, mais aussi leur mindset, leur stratégie et les outils qui ont contribué à leur grande réalisation. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Vision Dev. Je m'appelle Léo Brunet, je suis le copropriétaire de Vision Dev, notre entreprise en investissement immobilier ici à Montréal. Et sur le chemin de bâtir notre portefeuille de rêve, j'invite des entrepreneurs à succès, des personnes avec des parcours extraordinaires, venir nous raconter leur histoire, nous partager leurs défis, nous donner des trucs et astuces qu'on peut appliquer nous-mêmes après dans notre entreprise et surtout partager avec vous, notre chère audience. Aujourd'hui, notre invité, c'est une sommité dans le monde des affaires du Québec depuis plus de 30 ans. Il a été appelé par des banques et par des fonds d'investissement comme Investissement Québec à venir prendre le rôle de président intérimaire et redresser 12 et plus entreprises jusqu'ici, incluant Bixi, qui était sur le bord de la faillite. Il va venir instaurer des nouvelles pratiques financières plus saines, réorganiser le leadership et éventuellement remettre ces entreprises-là sur pied. Il est venu sur le podcast et on en est très reconnaissant pour nous parler de son histoire, de son expérience, nous raconter des anecdotes, mais surtout nous apprendre comment mieux gérer nos entreprises. Aujourd'hui, on reçoit sur le podcast The Fixer. Son nom, c'est Dominique Deveau. Et il est venu aussi nous raconter la mise en place de sa nouvelle académie sur School, Business Fixers, où est-ce qu'il aide les gens dans les petites entreprises et moyennes entreprises comme la nôtre à mieux gérer leurs entreprises et à mieux se préparer pour pas un jour avoir besoin d'un fixer qui vienne prendre leur place dans leurs entreprises. C'est une conversation fascinante. C'est un géant qu'on a reçu sur le podcast. Vous ne voudrez pas rater cet excellent épisode. Dominique, comment te sens-tu? Je me sens bien. As-tu déjà été sur un podcast dans le passé ou c'est ta première? C'est mon premier podcast, mais j'ai participé à beaucoup de présentations en public devant des panels. Devant des groupes, devant des centaines de personnes. C'est quoi la plus grosse crowd devant qui t'as parlé? 200 personnes. À l'époque, j'étais président d'une société publique qui était à la bourse. Fait que quant à l'Assemblée des actionnaires, évidemment, il faut que tu te présentes, tu démontes tes chiffres puis tu expliques tes affaires. Puis... Tu vas avoir l'occasion de tout nous raconter ça. Tu as un parcours incroyable, Dominique. Je suis vraiment content que tu sois sur le podcast aujourd'hui. On s'est rencontrés sur LinkedIn. Je suis tombé sur ton contenu qui est vraiment unique. Tu as un style à toi, puis je suis sûr que ça marche super bien. Tu te présentes comme étant le fixer, comme les bons vieux personnages dans les films de mafia que je trouve vraiment original. Et ça m'a attiré, donc je suis entré en contact avec toi, puis on s'est fait un Zoom il y a quelques semaines. Et tu m'as raconté ton parcours, puis ta nouvelle mission, plus vers la fin de ta carrière, de redonner aux jeunes entrepreneurs toute l'expérience que tu as prise dans ton parcours de redresseur d'entreprise, puis de chef d'entreprise. Donc, je me sens choyé de t'avoir aujourd'hui. Mon partenaire est assis avec nous aujourd'hui parce qu'il veut entendre tout ce que tu as à dire. Et commençons un peu par ce fameux fixer-là. Tu te présentes comme un fixer. Ça vient d'où, ce terme-là? Comment c'est arrivé dans le... Dans le jargon de l'industrie des entreprises qui ne performent pas assez aux yeux des banques, ils appellent ça un chef de la restructuration. Mm-hmm. J'ai commencé en 2004 à faire ça. Aux États-Unis, ça existe depuis longtemps. Et puis, au Québec, on a une culture un peu plus souple, tolérante, patiente avec les entreprises qui performent moins bien. OK. Fait que, en 2004, j'ai décidé que j'étais le premier à faire ça au Québec. C'est-à-dire que quand une entreprise ne performe pas aux yeux des actionnaires externes ou des prêteurs, il demande au président de se tasser. Puis moi, je prends sa place comme gestionnaire pour redresser la compagnie au niveau opérationnel, au niveau financier. Et ça se termine toujours par une vente d'entreprise. J'en ai fait 12 depuis les 20 dernières années. Mes mandats durent à peu près 1 an et demi selon les situations. Puis,
comme dans les films de Fixer, justement, là, c'est pas connu ce que je fais. C'est un travail de l'ombre. Personne n'en parle jamais dans les journaux, pourtant, ça existe. Puis on arrive, on fait notre job, puis on passe à une autre entreprise après. C'est là que j'ai pensé d'appeler ça le fixer, parce que ce que je fais, c'est que je fixe la compagnie. Okay? Et puis, à la fin, ben, je ramasse tout, puis je laisse pas de traces, là, comme les vrais fixeurs que tu as vus dans les films. Là, et c'est comme ça que le mot fixeur est arrivé. Puis aujourd'hui, tu l'utilises comme ta marque de commerce. Exact. Est-ce qu'il y en a beaucoup des fixeurs au Québec? Il y en a quelques-uns, je te dirais, moins que 10. Ah, oui. Puis moi, je suis parmi ceux d'un peu plus de la vieille garde. Là. Il y en a des plus jeunes. La relation... Au Québec, ça évolue lentement parce qu'il n'y a pas tant d'entreprises où les partenaires financiers sont à ce point pas contents de la performance qu'ils vont tasser le président. Fait que c'est pas fréquent. C'est pas quelque chose de Ce qui est fréquent, c'est que la banque va envoyer un consultant qui va t'accompagner, puis qui va t'encadrer, puis te mettre un peu de contraintes pour que tu redresses toi-même ta compagnie. Mais quelqu'un qui remplace le président, le CEO, le PDG, il y en a très peu. Fait que ton premier mandat, c'était quoi? Comment c'est arrivé? En l'an 2000, tout de suite après l'an 2000, il y avait eu le boom des .com. Ouais. Puis après ça, il y a eu le boss des .com. Et puis, il y avait une compagnie, un start-up à Montréal qui s'appelait Hyperchip. Hyperchip, des 13 financiers d'un peu partout dans le monde, avaient investi 200 millions US pour développer la prochaine génération d'un routeur pour l'Internet. Okay. Un routeur que tu vas vendre à British Telecom, tu sais, au cœur même là, du fonctionnement du web. Et puis, 200 millions plus tard, il manquait d'argent. Et puis, l'Investissement Québec avait mis 50 millions là-dedans. Wow. Puis là, il manquait d'argent pour se rendre à la prochaine étape pour qu'elle puisse être commercialisée. Fait qu'Investissement Québec m'a demandé d'agir comme VP Finance en premier. Mais après ça, vu que les investisseurs, il y avait une chicane de famille, quand tu as 13 investisseurs de différentes parties dans le monde, ça crée des relations d'affaires, de famille assez difficiles à gérer. Et donc, ils ont décidé qu'ils tassaient le président. J'ai pris la présidence de la compagnie, puis je l'ai vendu en morceaux, vendu la propriété intellectuelle, des trucs comme ça. Vendu les pertes fiscales à l'époque, ça valait quelque chose. Fait que c'était mon premier mandat. Puis comment est-ce qu'Investissement Québec t'a trouvé? C'était quoi ta réputation dans l'industrie à ce moment-là pour te faire donner un quand même gros mandat? La dernière entreprise technologique que j'ai gérée à Ottawa en 1990, Investissement Québec était un des partenaires financiers. Fait que j'ai redressé et vendu cette compagnie-là. Puis après ça, je suis déménagé à Montréal, puis j'ai parti un bureau. Donc, tu étais consultant pour cette entreprise-là? Non, j'étais le président. OK. Mais quand je suis revenu à Montréal, je n'étais plus président. Fait que j'ai fondé mon bureau Devoy Associés pour du redressement d'entreprises en technologie. Fait que j'ai bâti un groupe d'une vingtaine de personnes. Puis Investissement Québec, c'était mon client, la Caisse de dépôt, Innovatec du Grand Montréal, le Fonds de solidarité. Fait que je touchais presque exclusivement des entreprises technologiques parce que peu de gens étaient familiers avec ce type d'activité économique. Là. Fait que j'ai été consultant comme ça jusqu'en 2003. Puis j'ai vendu mes parts du bureau à mon associé. Puis là, c'est là que je suis décidé de devenir un fixeur. Puis est-ce que tous ces 12 mandats-là que tu as pris à titre de fixeur, ça s'est conclu en une vente de l'entreprise? Toujours. Pour les pièces, là? Pas nécessairement. Ça se vend en continuité. Comme il y a 3 ans, j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu, une compagnie qui fabriquait des bacs de plastique. Il n'y a pas beaucoup de technologie là-dedans, mais la compagnie mère américaine avait fait faillite. Il y avait 6 banquiers qui avaient 100 millions de prêts là-dedans. Puis il y avait une usine à Saint-Jean-sur-Richelieu qui était là. Fait qu'ils m'ont demandé de la gérer à intérim. On faisait 120 millions de chiffre d'affaires, on a fait des profits. Je l'ai optimisé. Puis après ça, ils l'ont vendu récemment là, à un autre groupe américain. Fait que après ça, j'ai été dans les recyclages de métaux à Laval. On l'a vendu à son compétiteur. Fait qu'il y a toujours une sortie, pas nécessairement en utilisant les lois de l'insolvabilité. Là. Dans les 2 cas que je te parle, ça s'est fait dans la continuité des affaires. Là. Puis, y en a-tu plusieurs là-dedans qui ont fini par faire faillite quand même? Tu n'as pas réussi à les redresser? Ben, il faut voir que quand tu arrives... si moi, j'arrive quand on est en détresse,
les options sont limitées et les remèdes sont plus drastiques. Fait que quand tu vas à l'urgence à l'hôpital, puis tu saignes, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils arrêtent le sang de saigner. Ils vont te soigner la maladie plus tard, mais au début, il faut arrêter le sang de saigner. Fait que si tu m'appelles, puis tu n'as pas en anglais, on dit le runway pour avoir le temps de faire les choses, ben tu vas vendre plus vite les actifs. La compagnie, entre guillemets, va faire faillite, mais l'activité économique va continuer. Il y a toujours un acheteur qui va reprendre les activités. Qui était la raison à la base pour laquelle l'entreprise a été fondée. Il y avait une opportunité. Puis toi, dans cette position-là, as-tu déjà réinvesti dans les entreprises ou as-tu gardé des parts dans certaines de ces entreprises? Non, parce que il y a un curieux phénomène de conflit d'intérêts potentiel. Quand c'est moi qui représente le vendeur, je ne peux pas travailler avec l'acheteur. C'est un peu... c'est des choses qui ne sont pas possibles, malheureusement. En 2012, j'ai restructuré les vélos Bixi à Montréal. Et puis, c'est sûr que j'aurais aimé, vu que je l'opérais déjà, je la connaissais, j'aurais aimé continuer, pas comme employé salarié, mais comme partenaire avec l'acheteur. Mais ce n'était pas possible à cause des conflits d'intérêts potentiels qui auraient pu être soulevés si le monde pense que j'ai privilégié un acheteur ou un autre. Puis, parle-nous de ton expérience avec Bixi. Tu étais là combien de temps? Ça a duré 1 an. Bixi, il faut se souvenir que c'était une des belles histoires de Montréal. Là. C'est un phénomène qui, aujourd'hui, grandit partout dans le monde, que ce soit avec la marque Bixi ou d'autres types de partage de vélos. Fait que ça a été un investissement initié par la Ville de Montréal qui voulait ce service-là. C'était très innovant. Puis qui a financé le lancement de cette opération-là. Puis ça a très bien été. Puis là, ils ont installé tout ça dans les villes comme Chicago, New York, Boston, Londres, en Australie, il y avait Melbourne. Il y avait beaucoup d'endroits, incluant Montréal, évidemment. Puis là, il y a eu un changement de logiciel qui a mis à mal le service puis l'opérationnalisation du partage de vélos. Okay. Fait que toutes les villes étaient enragées, voulaient poursuivre, évidemment, la compagnie qui les vendait puis les installait. Puis à Montréal non plus, ça ne fonctionnait pas bien. Fait que face à toutes les menaces existentielles, puis il n'y avait personne qui voulait remettre de l'argent, la ville, ce n'était pas son mandat d'être une entreprise commerciale. Fait que c'est là qu'ils ont dit, bon, ben, donc, il faut... Initialement, c'était une entité publique. C'est une OSBL. OK. Donc, OSBL, c'est... Organisme sans but lucratif. Ouais, okay. Sauf que quand elle a terminé l'année, pendant que j'étais là, avec les activités internationales, Bixi faisait 65 millions de chiffre d'affaires. Puis il faisait des profits si tu oublies les poursuites de toutes les villes qui étaient mécontentes pour toutes sortes de bonnes raisons. Fait que ça s'appelait la Société de partage de vélos, le vrai nom. Puis elle avait un emprunt avec la Ville de Montréal, garanti par la Ville de Montréal. Fait que moi, je suis arrivé là, puis j'ai tenté d'abord, de rétablir la qualité des opérations, puis négocier avec les villes. Mais les villes pensaient qu'en mettant de la pression légale sur la compagnie, la Ville de Montréal paierait. Puis là, si on veut être un petit peu cocasse, d'habitude, je travaille avec des banques. Puis les banques, ben, c'est des systèmes, des processus. Il y a des individus, mais il y a toujours un protocole. Sauf que comme je devais de l'argent, mon prêt était garanti par la Ville de Montréal, le banquier, c'était la Ville. Puis en 2012, le président de la banque de la Ville de Montréal, c'est Denis Coderre. Fait que c'était un monde tout à fait inhabituel en termes de relations corporatives. Fait que... puis les fournisseurs ne voulaient pas réinvestir, racheter la technologie. Le gouvernement ne voulait pas s'impliquer parce que tout le monde avait peur du fonctionnement logiciel. Fait qu'on a mis la compagnie sur la protection de la loi de la faillite. Pour 2 raisons. 1, il fallait faire un processus de vente structuré. Puis 2, la protection de la loi de la faillite coupait toutes les poursuites légales de toutes les villes qui, avec raison, se plaignaient des torts qui avaient été causés. Fait qu'on a vendu ça à un monsieur Roddy, qui, lui, l'a acheté libre de problèmes. Puis après ça, il a renégocié avec les villes pour leur redonner du service à des conditions viables, évidemment, pour lui. Puis Bixi, ça a été vendu, je pense, il y a 2 ans ou 3 ans, là, à Lyft pour des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions. Ça a été un succès financier.
Fait que la loi de la faillite est devenue un outil de gestion pour faire éclore la valeur intrinsèque qu'il y avait dans l'opération. Parce qu'elle a été étouffée par toutes les poursuites. Oui, puis les poursuites étaient valables. Il y avait vraiment Oui. des préjudices, mais ça créait un momentum négatif qui l'empêchait de se sortir. puis personne n'aurait rien investi pour la relancer sans nettoyer ces menaces-là. Fait que c'est bien fait quand même, ces mécanismes-là, comme la protection de la loi de la faillite. Ça peut devenir un outil de gestion. Ce n'est pas Ouais. une fin en soi, mais lorsque les circonstances l'imposent. Fait que c'est pas toutes les compagnies où je suis intervenu qui ont quelques-unes ont utilisé les lois de la faillite pour se restructurer. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la fin de l'entreprise. L'activité économique, elle, continue. Là. Puis là, j'imagine, dans ce temps-là, ça vient tuer sa cote de crédit. Tu sais, ça doit être plus difficile d'obtenir des prêts. C'est quoi les conséquences de s'être placé sous la loi de la protection de la faillite? Pour la compagnie, il y a deux façons de t'en sortir. C'est tu fais une proposition à tes créanciers. Donc, si je te dis, je vais vous donner 25 sous pour chaque pièce de dette, fait que ça règle le passé. Après ça, évidemment, ça te prend une nouvelle banque, puis ça prend des fournisseurs qui veulent continuer à faire avec toi en présumant que tu as une santé financière. Mm-hmm. Fait que la deuxième option, c'est carrément la faillite, c'est-à-dire qu'on efface toutes les dettes. Là, on a les actifs, les banques ont les actifs, puis les vendent à un nouvel acheteur qui, lui, repart avec ça, avec sa propre cote de crédit, si tu veux, puis ses propres relations fournisseurs. Puis... Super intéressant. Fait que de gérer comme un fixeur, c'est pas juste arriver d'une entreprise puis dire, moi, je suis meilleur que toi comme président pour gérer ton entreprise. Sinon, si c'était juste un meilleur opérateur, tu engagerais quelqu'un, un salarié, tu sais, comme ça se fait tous les jours. Mm-hmm. Mais quand il y a une gestion de crise, de liquidité, des banques, tout le monde est inquiet sur la pérennité de l'entreprise. Un opérateur, entre guillemets, normal, performant, ne veut pas ces situations-là. Parce qu'il y a de la confrontation, il y a de la chicane, il y a du stress. Ouais. Tu n'es jamais sûr du lendemain. Tu sais. Un gestionnaire qui veut une bonne job, il va signer pour avoir un contrat d'au moins, tu sais, il veut être là 3-4 ans. Moi, c'est au mois le mois. Là. Je ne suis jamais sûr du prochain mois. Là, tu sais. Est-ce que l'entreprise va survivre? Est-ce que je vais être capable de le faire? Puis quand ça va être vendu, ça va être fini pour moi, il faut recommencer. Fait que c'est pas tout le monde qui veut être dans ces situations-là. Puis pourquoi tu as choisi, toi, de te mettre dans cette situation-là? Qu'est-ce qui t'attirait là-dedans? Bien, d'abord, j'étais dans les années 80 dans un bureau de comptable où j'étais dans le département des faillites et redressements. Fait que comme consultant, on travaillait comme consultant. Là, j'ai appris à voir ça, puis on nous donnait des mandats de gestion intérimaire à l'époque. Fait que moi, j'aimais gérer. Là. Ils m'envoyaient à Rimouski ou à Trois-Rivières, puis je gérais la compagnie que le bureau de comptable avait eu le mandat. Fait que j'aime... La gestion intérimaire, c'est entre deux chefs d'entreprise? Ou non, là, c'est quand les banques disent c'est toi qui vas gérer à la place de lui. OK, donc tu avais déjà commencé à prendre ton rôle de fixeur. Oui, puis quand j'ai été président de 2 sociétés technologiques, j'étais gestionnaire. Ce que j'aimais, moi, c'est gérer, puis les situations de crise, ça me permettait de m'épanouir. Puis comme j'aime l'adrénaline, ça nourrissait mon désir de confronter des situations difficiles et pas juste être dans un tempo là, qui suit la rivière tranquillement. Là, tu sais. T'es-tu déjà arrivé de prendre un mandat puis te dire comment je vais faire ça? En plus, tu me parles de toutes sortes d'industries complètement différentes. Tu n'as pas nécessairement de repères, tu n'as pas le réseau, tu n'as pas les contacts dans toutes ces industries-là. Comment tu te sens face à un mandat quand... D'abord, j'ai une longue expérience des mécanismes d'affaires. Okay? Puis je fais pas comme gestion intérimaire, je ne prends pas d'entreprises qui font, par exemple, 5 millions de chiffre d'affaires et moins. Mm-hmm. Parce que si c'est toi le président de ta petite business, si je peux appeler ça petite, c'est toi l'artisan, c'est toi l'expert. Puis je ne peux pas te remplacer parce que je n'ai pas de tes habiletés, je ne sais pas faire ce que tu sais faire. Tu sais. Mais je fais des entreprises entre 60 et 120 millions, 150 millions de chiffre d'affaires. Fait qu'il y a déjà une base, il y a des gestionnaires, il y a des VP, des directeurs qui connaissent l'industrie. Tu sais. Puis moi, je suis comme un capitaine qui dit, bon, on va emmener le bateau dans cette direction-là, puis je vais vous dire comment ramer,
puis à quelle vitesse ramer. Tu sais. Fait que l'expertise spécifique à l'industrie, tu en as moins besoin dans une grande entreprise parce qu'elle est déjà intégrée dans toute l'équipe. Mais en ayant fait, soit comme consultant ou comme gestionnaire, plus de 100 entreprises dans ma carrière, j'en ai vu des choses. J'ai patrouillé la province du Québec partout. J'ai été dans une ferme d'élevage de crevettes au Costa Rica. J'ai géré une compagnie dans la distribution de la dentisterie en France. Tu sais, fait qu'il y a des choses que j'ai vu les erreurs des autres, j'ai vu les bons coups, j'en ai fait des mauvais, j'en ai fait des bons. Fait qu'à un moment donné, tu deviens très confiant sur tes réflexes. Puis je suis curieux, je ne prends jamais rien pour acquis. Fait que souvent, quand je rentre dans une entreprise, puis le président, il n'est pas content de me voir arriver, il me dit Deveau, qu'est-ce que tu connais à mon industrie? Puis je suis allé dans le pharmaceutique il y a 1 an et demi. Ben, je dis, je connais rien. Pharmaceutique, là, si tu m'amènes dans les formules, tout ça, là, mais... C'est peut-être a blessing in disguise. Fait que là, j'ai dit, toi, est-ce que tu connais ça? Il dit, oui, ça fait 25 ans que je suis dans le domaine. Ben, il dit, avec le montant d'argent que tu perds à chaque mois, je me demande comment tu fais, vu que tu connais ça, tu sais. Ouais. Fait que j'ai dit, tasse-toi, laisse-moi aller, là. Je suis capable de perdre autant d'argent que toi, là, fait que je peux juste faire mieux, là. Fait que ça commence comme ça, tu sais. Fait que je suis un peu arrogant dans le sens que si toi, tu connais ça, ton industrie, ouais. soit que tu manques de compétences, soit que c'est dans ton contexte, soit que tu te fais mal entourer, soit que tu n'écoutes pas ceux qui t'entourent. Pourquoi tu ne fais pas d'argent? Est-ce qu'il y a des industries qui, en général, de ce que tu vois, ont des plus saines habitudes de gestion que d'autres industries, qui ont des mauvaises habitudes, puis qui sont... Bien, des entreprises de services sont habituellement bien structurées parce que c'est des humains. Puis sont très proches de la culture, sont très proches des employés, puis des systèmes, puis des processus. Mm-hmm. Dans d'autres entreprises qui sont manufacturières, puis qui veulent aller trop vite, c'est parce que, mettons, ensemble, on est 6 dirigeants d'une compagnie qui fait 20 millions de chiffre d'affaires. Puis là, on en achète une autre qui fait 20 millions en Ontario. Mais l'acheter, ça, c'est le bout de facile, là. Mais qui va aller s'en occuper? Parce que nous autres, les 5 qu'on est ici, on est déjà occupés beaucoup. Fait que même si on est bon, on n'a pas la bandwidth pour aller en Ontario puis répliquer les bonnes choses qu'on fait chez nous. Puis les gens là-bas n'ont peut-être pas la même culture, les mêmes systèmes. Fait que là, tu peux pas croire le nombre d'entreprises où je suis allé qui vont mal après qu'ils ont fait des acquisitions. Ça les a défocusés. Ils n'ont pas été capables d'implanter leur propre bonne gestion, leur bonne pratique de gestion ailleurs. Puis, ils l'ont échappé. Tout ça parce que c'était une chose qu'on pourra parler plus loin, là, de l'ego, de l'ambition. Vous l'allez trop vite. Vous l'allez trop vite. Grosse bouchée. Puis comment tu vas gérer? C'est facile d'acheter, là. OK. Fait que tu rentres dans une entreprise, tu es rentré dans bien des entreprises. C'est quoi la première chose que tu attaques généralement? Ben, je vais te dire la première heure, OK? Comment? On va dire ce qui se passe dans la première heure. Oui. Fait que je me présente, puis là, c'est toi le président, mettons. Puis je te dis, Léo, c'est quoi les tableaux de bord que tu regardes à chaque jour, chaque semaine ou chaque mois? Fait que là, tu vas me dire ce que tu vas me dire. Mm-hmm. Puis là, ça me permet, dans 15 minutes, de savoir tout de suite quelles sont tes valeurs. C'est quoi qui est important pour toi? Par exemple, si tu dis, je surveille le niveau d'inventaire, bien, pour toi, c'est important. Mais si le président d'une société manufacturière dit que lui, il surveille les ventes, puis il ne surveille pas les stocks, puis tu as 40 millions d'inventaire, puis ça ne tourne pas, tu vois qu'il ne regarde pas le bon tableau de bord par rapport à ce que la compagnie devrait de mieux maîtriser, si tu veux, pour être performante. Fait que une autre personne que j'ai rencontrée il y a plusieurs années, il n'était pas en train de mourir, mais ça faisait 3 ans qu'il allait mal. Puis il demandait des concessions à ses prêteurs. Fait que je le regarde, puis je mets les 3 états financiers de sa compagnie devant moi, 3 ans. Puis ça se passe en 10 minutes. Je regarde ça en diagonale. J'ai dit, ça fait 3 ans que tu perds de l'argent. J'ai dit, c'est quoi ton problème avec l'argent?
Il dit, c'est quoi l'argent? Ben, je dis, oui, t'en fais pas. Puis j'ai dit, la 3e année, c'est parce que le taux de change canadien était favorable de ton bord parce que tu n'en aurais pas fait. Il dit, où la recette de l'argent? Faire de l'argent? Fait que ça va vite, là, parce que je vais vite découvrir tes valeurs, tes croyances par rapport à gérer puis faire de l'argent. Fait qu'après ça, puis la 3e question que j'y pose, explique-moi pourquoi ça va pas bien. Fait que je fais ça avec toutes les VP, là, s'il y en a 4-5. Individuellement? Oui. Puis là, si tu me parles comme une victime, tu dis, ouais, mais c'est pas de ma faute. C'est l'économie, la tempête parfaite, les tarifs américains, ou n'importe quoi. J'ai dit, OK, il y en a que c'est des vrais problèmes. Puis j'ai dit, c'est quoi les solutions? Puis si tu continues à te plaindre, ben là, je dis, pauvre victime, t'es une victime. Puis j'ai dit, une victime que je paye 200 000 par année, je n'ai pas besoin. Ça fait que dans 2 semaines, si tu n'as pas changé de comportement, tu vas sauter. Parce que j'aime mieux avoir 4 employés à 50 000 qui travaillent pour le vrai qu'une victime à 200 000. Fait cher la victime. Fait que je lui parle comme ça. Puis, non, mais sérieusement... Ils doivent tellement t'aimer, là. Oui, mais d'abord, c'est pas méchant, c'est juste... C'est direct. C'est direct, c'est puissant. C'est une situation de on crise. fait quoi? Ouais. Puis dans des entreprises qui vont mal, habituellement, personne n'a besoin de moi pour lire les chiffres puis les interpréter. Les chiffres, tout le monde les a vus, les banquiers, les gestionnaires. Puis les problèmes, ils les connaissent. Quand j'arrive, là, les gens me disent, voici nos problèmes, puis voici des pistes de solutions. Je te dis, ça va vite, parce que, évidemment, j'ai challenge sur la rigueur de leur description. Mais je choisis, OK, c'est tel problème, on va commencer par les plus urgents qui ont un impact sur la trésorerie puis sur les pertes ou les bénéfices. Puis on commence par ça. Le monde, je te dis, ils me disent vraiment une solution. Là. Puis, c'est les bonnes solutions, ça. Applicable tout de suite. Il n'y a pas besoin d'être celui qui est le sauveur que j'ai vu quelque chose que les autres n'ont jamais vu, dans la plupart des cas. Fait que j'ai rencontré un entrepreneur d'un cocktail la semaine passée. Il avait écouté un de mes vidéos sur LinkedIn dans lequel je disais, la raison pourquoi ça va marcher avec moi, c'est que moi, je vais prendre les décisions que toi, tu n'oses pas prendre. Parce que tu es émotif, c'est une décision dans laquelle tu as beaucoup d'engagement émotif et personnel, ton ego, ou, tu sais, puis tous les employés savent que il faudrait que tu apprennes, mais c'est toi le boss, tu n'apprends pas. Moi, je vais l'apprendre. Fait que est-ce que c'est ça le principal obstacle pour sortir de ces crises-là que tu vois que les entreprises ont, c'est l'indécision? Bon, là, je vais te faire un autre. L'indécision, c'est plutôt... Ça vient après que tu as fait la première analyse que je vais te présenter. N'importe quoi dans la vie, personnelle ou professionnelle, les résultats que tu as, ton poids, n'importe quoi, c'est le fruit des actions que tu as prises ou pas prises. Puis les actions que tu prends, ça dépend de tes valeurs, croyances et paradigmes qui filtrent ta lecture de la situation. Fait que quand tu perds de l'argent, tu devrais dire, là, ça marche pas. T'sais? Pourquoi tu tolères perdre de l'argent? Là, tu vas te justifier que c'est normal d'en perdre un peu de temps en temps, ou c'est des pertes stratégiques. Tu sais, je suis en train de... Si tu me dis que tu ouvres un nouveau magasin en Ontario, c'est sûr que tu vas perdre de l'argent à un petit bout. Là, ça. Fait que c'est une perte stratégique. As-tu le moyen de la perdre, cet argent-là, que tu qualifies de stratégique? Fait que ultimement, les gens, qui ils sont, comme valeurs, croyances et paradigmes, c'est ce qui guide leurs actions, qui donne les résultats. C'est pour ça que si tu veux changer les résultats d'une entreprise, il faut que tu ailles challenger la source des décisions. Les croyances. Ou des indécisions. Parce que si tu ne l'as pas pris, la décision, pourquoi tu ne l'as pas pris? Tu le sais qu'il faudrait que tu congédies cette personne-là ou que tu arrêtes de vendre un produit à perte. Mais tu as d'autres raisons que tu te justifies de continuer, mais ça ne fait pas de sens. Pas toujours du sens. Fait que l'indécision, c'est parce que c'est un blocage avec tes valeurs et tes croyances de dire pourquoi je ne la prends pas, alors que ça devient évident pour ben du monde. Puis toi, en général, c'est pas ton rôle d'aller régler ces croyances-là, coacher la compagnie à
réorienter leur perspective, leur vision. C'est plus de prendre des décisions à leur place puis de la régler la situation. Ou tu fais quand même un peu de ce travail-là en amont? Bon, en amont, c'est rare que le monde va m'appeler un an d'avance avant la crise, OK? Fait que récemment encore, il y a un entrepreneur qui me dit « J'aurais dû t'écouter il y a un an. » Je dis « Ouais, mais tu ne m'as pas écouté. » Fait que tu m'aurais pas écouté parce que tu étais encore dans tes croyances, tes valeurs, puis whatever qui guidait tes actions. Mm-hmm. Fait que pour ça, quand j'arrive en situation de crise, j'ai pas le temps de te coacher. Il est trop tard. J'ai pas le temps de te guérir, là. On va agir. Fait que, par contre, les gestionnaires qui restent, eux, je peux leur donner du coaching sur les règles du jeu nouvelles dans la situation de crise. Comment on va gérer la trésorerie de façon différente. C'est quoi les critères qu'on va prendre nos décisions en fonction du cash flow plus qu'en fonction du bilan. Puis là, une fois que les autres ont compris, on joue ça de même parce que les situations l'exigent. Tout à coup, tout le monde s'enligne. Ça prend 2-3 semaines, 1 mois max. Là. Puis après ça, les réflexes deviennent communs. Tu sais. Mais le dirigeant qui... D'abord, quand on lui annonce que la banque va transférer aux comptes spéciaux, il n'est plus capable de réfléchir de façon saine. Ça met en péril son ego, sa construction de qui il est. Tu sais, moi, comme fixeur, je ne suis jamais invité à la table d'honneur de la Chambre de commerce. Ils vont inviter des entrepreneurs, des banquiers, évidemment, importants dans la communauté. Puis c'est bien correct, là, c'est pas une plainte que je fais. Fait que l'entrepreneur, quand la banque le met en tutelle, si tu veux, tout à coup, il perd son statut social. Là, c'est ce qu'il a bâti. Il va perdre le contrôle, ça va-tu survivre? Ouais. C'est quoi les impacts sur lui personnellement, puis sa famille? Puis... Fait que tout ça vient il tombe en mode survie. Là, il tombe en mode survie, puis il n'y a pas le même recul. Alors que moi, je n'ai pas l'émotion. Si je me trompe hier, je corrige ma décision demain. Là. L'ego est moins en jeu. Ben, mon ego qui est fort, c'est l'ego de « on m'engage pour des résultats ». Fait que on va faire ce qu'il faut. Parce que c'est une mission qu'on me confie. Tu sais. Fait que, ils vont pas me dire, je ne vais pas dire, ben laissez-moi connaître la compagnie puis apprendre l'industrie puis tout ça. Là. Ils ne vont pas me donner 90 jours. Là. Dans 2 semaines, ils vont dire, OK, Deveau, qu'est-ce qu'on fait? Là? Tu sais? Parce que... Fait que ça joue beaucoup dans les premiers jours, les premières semaines. Exact. Tu restes là pendant 1 an et demi, mais... Bon, j'arrête les pertes en moins de 90 jours. Ça, c'est sûr. Parce que tu n'as plus d'argent à perdre. Fait que après ça, il faut stabiliser l'entreprise puis la mettre d'une façon qui va être attrayante pour un acheteur. Fait que ça peut prendre un autre 6 mois là, pour stabiliser les choses avec les fournisseurs, les clients. Puis après ça, il y a un processus de vente qui peut prendre 3 à 6 mois. Là, tu sais. Ce qui me vient en tête, c'est que pour réussir ce coup-là, ça prend quand même un excellent leadership parce que tu peux pas simplement arriver là puis dire c'est moi le boss, puis je vais tout casser, puis j'ai pas de pitié. Puis tu sais, si tu perds le... Bon, ça se passe pas comme ça, OK? La peur et tout ça. Je pensais que c'était comme ça il y a 30 ans, là, mais ça marche pas comme ça. Le monde d'une compagnie qui va pas bien puis que tout le monde est préoccupé, ils veulent juste savoir s'il y a quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Ils ont besoin d'un sauveur. Puis un leader, là, fait que moi, je te dis, bon, on va sauver l'entreprise, puis voici comment on va y arriver. Fait que je suis très transparent, je communique beaucoup avec les gestionnaires et les employés. Je fais des town halls, puis j'explique la situation. Puis en même temps, je te présente, je vais le dire dans mes mots, une cible, un futur, que ce futur-là, c'est pas à propos de moi qui va être bon. Je suis là pour sauver l'activité économique, puis le plus d'emplois possible selon les circonstances. Là. Puis les gens, ils se mobilisent pour cette mission-là. Pas pour moi. Pas parce que je vais les congédier. Le but, c'est pas de congédier. Là. À moins que les victimes, eux autres, ça ne dure pas longtemps. Là. Parce que j'ai pas le temps que tu vas nuire. Tu n'as pas le temps. Là. On avance. Fait que c'est vraiment de la mobilisation, de l'enrôlement, puis le monde, il te surveille vite.
en dedans de 2 semaines, ils savent si tu es quelqu'un d'intègre. Parce que si tu racontes toutes sortes d'histoires, ça se sait vite que c'est pas vrai. Là. Mhm. Fait que, il faut que tu sois très clair dans ta communication. Je m'assure d'être le plus prévisible possible. Fait que si on travaille ensemble, dans 2 semaines, tu vas dire, quand je rentre dans le bureau de Dominique, je sais c'est quelle question qu'il va me poser, c'est quoi qu'il cherche, puis qu'est-ce qu'il s'attend. J'aime pas ça que les gens, ça marche pas ça, quand les gens doutent. Je suis-tu contre toi, je suis en train de jouer un jeu, whatever, là, tu sais. Mhm. Ça, c'est critique que le monde il puisse te trouver intègre puis authentique. Maintenant, je suis capable de prendre des décisions difficiles, mais là, le monde savent ça aussi. Mais c'est pas à propos de moi, c'est à propos de la mission qu'on a à rencontrer. Donc, c'est comment est-ce que tu frames ton rôle, puis comment tu le présentes, puis à partir de là, ça crée beaucoup plus de following. Là. Les gens comprennent la raison pour laquelle tu es là, puis techniquement, peut-être grâce à toi, ils vont être capables de garder leur job aussi. Bien, je le racontais hier à une autre personne que je rencontrais. Mettons que moi, on est dans une entreprise, puis c'est toi qui es le directeur financier. Puis tu sais que la compagnie, ça se pourrait qu'elle passe pas. T'sais. Mais j'ai besoin de toi parce qu'on a besoin de faire des chiffres, on a besoin du data. Tout le monde veut des chiffres, la banque, n'importe qui. Fait que je dirais, écoute Léo, je sais que tu es préoccupé par la situation, là, puis qu'on ne connaît pas l'avenir, mais je vais te parler de 2 façons. Si j'étais ton père, je te dirais, Léo, trouve-toi une job. Tu sais, tu as une famille, tu as des projets, une maison. Trouve-toi une job qui va être plus sûre, parce qu'ici, c'est incertain, je ne sais pas ce qui va arriver. Maintenant, j'ai dit, je ne suis pas ton père, fait que je vais te parler maintenant comme le gestionnaire redresseur. Puis là, je vais te dire, Léo, j'ai besoin de toi. Tu vas vivre une expérience à me côtoyer incroyable. Tu vas apprendre beaucoup de choses. Je vais te communiquer beaucoup de ce qui se passe, comment on fait ça. Puis tu vas apprendre beaucoup, puis tu vas travailler fort. Puis si ça devient un peu plus la soupe chaude, on va te donner un boni de rétention pour que tu restes. Parce qu'on a besoin de toi. Puis à la fin, ça va marcher ou ça ne marchera pas, mais c'est le voyage que je te propose. La plupart du temps, les gens restent. C'est un bon pitch. Mais j'ai commencé par te dire trouve-toi un job. Parce que faut pas minimiser. Ouais, tes cartes sur table. C'est ça. La transparence, c'est toujours payant. Là. Même si c'est. Puis tu traites les gens comme des adultes. OK? Mais il doit quand même y avoir des égos qui s'échauffent là-dedans. Puis dans toute cette tension-là, il doit quand même y avoir pas mal de politique qui s'installe. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que les gens, tu réussisses pas à créer ce mouvement-là, puis qu'ils se mettent contre toi? Ou... Non, une personne, des fois, peut s'essayer, puis elle va partir. T'as quand même ce bouton-là tout le temps. Ben, je te dis, il y a des fois, puis le monde, ils me préviennent, tu sais. Si, par exemple, le VP Finance d'une organisation est faible, là, tout le monde le sait, les actionnaires et les banquiers, puis ils me le disent avant que je commence. Dominique, puis ils l'écrivent dans mon mandat, tu n'as pas le droit de congédier le VP Finance. Parce qu'il sert, moi, le trouver vite. Là. Fait que là, j'ai dit, ouais, OK, ben, s'il ne fait pas de job, il ne fait pas de job. Là. Tu sais, là, je te parle des 3-4 principaux dirigeants. Là. Ouais. En bas, les autres, c'est pas eux autres qui sont coupables, responsables. Puis en général, est-ce que c'est plus... est-ce que les problèmes viennent plus des décisions que le VP Finance prend ou le président ou même... C'est toujours le président. Le VP Finance, quand le président a tout son ego, il ne va jamais engager ou laisser un VP Finance challenger puis changer ses décisions. Fait que, au mieux, j'ai un yes man. Au pire, j'ai un incompétent, comme VP Finance. Mais moi, je suis capable de travailler avec s'il fait ce que je demande qu'il fasse. T'sais. Je lui demande pas de prendre des décisions. Fait juste, donne-moi des chiffres, analyse-les. Exécuter. Exact. Puis tu as travaillé dans différentes cultures aussi. Ouais. Tu as parlé de l'Amérique centrale, l'Europe. Est-ce que tu as vu des différences dans les cultures sur comment est-ce que ça se gérait, tout ça? On va te parler de la différence entre la France et l'Amérique du Nord. En anglais, en Amérique du Nord, puis surtout aux États-Unis,
quand tu congédies quelqu'un, ils appellent ça termination. C'est terminé. Tu veux dire, c'est très militaire comme expression. En France, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. J'étais arrivé... On appelle ça comment en France? Ben, à un moment donné, j'arrive en France, puis là, il fallait que je coupe du personnel. On avait 9 bureaux répartis sur la France. Fait que là, je fais venir un avocat en droit du travail, parce que je ne suis pas familier avec les lois de France. Ben, il dit, maître, on fait quoi dans les circonstances? Fait que là, il me dit, ben, il faut voir. Ben oui, voyons, tu sais. Fait qu'il dit, et puis, ben, il dit, ça dépend. Tu n'as jamais de réponse claire. Tu peux pas. Les lois nord-américaines sont pas mal plus expéditives pour le redressement, la restructuration. Beaucoup moins, puis je te dis pas que c'est une bonne chose, là, mais beaucoup moins sensibles à la ressource humaine. Fait que la France, après ça, j'étais président de le deuxième distributeur de la dentisterie en France. Il y avait 3 joueurs principaux. Fait que moi, j'ai dit, bon, OK, bien, ça va aller vite. Je vais me fusionner avec le numéro 3. Puis ensemble, on va devenir le numéro 1. Fait que je me fais organiser un lunch avec le président du numéro 3. Puis on va au restaurant, puis dans ma tête, je dis, on fait la même business, fait que c'est facile à évaluer avec les mêmes mesures, tu vois. Mm-hmm. Puis j'ai dit, moi, on fusionne, puis moi, je me retourne au Canada, puis toi, tu restes président. Tu sais, c'est une affaire facile. Parce que ça allait bien. Ouais. Fait que, mais là, on est au lunch, là. Ça fait déjà 1 heure qu'on jase, puis on n'a pas parlé de business. Puis là, j'ai celui qui est mon accompagnateur qui est là. Puis on fait quoi, là? Fait que tu peux pas pousser. Il faut apprendre à se connaître. Il y a beaucoup de hiérarchie. Il y a beaucoup d'aristocratie encore là-bas. Mm-hmm. Puis il faut faire ça dans les normes, les méthodes. Ça a pris 6 mois. Faire la même chose qu'on aurait fait en 1 mois ici en Amérique du Nord. Là, 2, mettons. On signe le protocole, bang, tu sais. Fait qu'il n'y a pas cette vélocité d'affaires, tu sais. Tu as travaillé avec la Chine aussi? Oui, on avait un distributeur en Chine. Puis là, c'était un autre monde quand tu ne parles pas le chinois. Puis c'était un distributeur chinois, là. Oui. Pas On faisait à peu près 36 millions de chiffre d'affaires avec lui par année. Puis la Chine, c'est opaque. Tu essaies de savoir puis de décoder. Fait qu'on avait un employé chinois qui était avec nous, évidemment. Puis là, mettons que mon employé te parle au président du distributeur, puis le distributeur, il répond une phrase ou 2 en chinois. Fait que je me tourne vers mon employé, puis qu'est-ce qu'il dit? Lui, il parle pendant 5 phrases. Tu dis, OK. Lui, il me raconte des histoires, là, parce que de toute évidence, son message à lui était plus précis, tu sais. Fait que t'es toujours, quand t'as pas la langue... La barrière de la langue doit être quand même... C'est incroyable. Par contre, c'est des gens qui respectent leurs paroles. Ils nous copiaient, notre technologie. Ils savaient qu'on le savait, on le savait qu'ils le savaient. Mais à un moment donné, tu dis, bon, ben, je fais un chiffre d'affaires, je vais étirer le plaisir commercial le plus longtemps possible, c'était profitable. Puis un jour, il va arriver d'autres choses, tu sais, mais tu peux pas juste dire, hey, je me fâche, aller te battre en Chine légalement pour faire valoir tes droits. Mettons que ça s'est amélioré. Mais une fois que tu as gagné, tu as perdu ton distributeur parce que tu l'as arrêté. Mais là, si tu arrêtes ton distributeur, tu n'as plus de business. Tu sais, veux dire, à un moment donné, tu fais des compromis sachant que tu as 2-3 ans devant toi encore de bonne business. Mm-hmm. T'apprends. Puis tu apprends. Tu sais. Tu fais-tu encore affaire un peu avec la Chine? Non, là, j'ai sorti de cette entreprise-là. Fait que après ça, tu as le Moyen-Orient. Ça, c'est un autre monde. C'est quoi que tu as fait avec le Moyen-Orient? Ben, au Maroc. Mais au Maroc, il faut que tu parles. Tu parles longtemps. On prend le thé. Comme en France. Puis là, ils ont le temps pour prendre du thé. Ancienne colonie française. Exact. Ils ont pris les bonnes habitudes. Puis il n'y a rien qui va vite. Puis... mais en France, les gens, ils ont beaucoup de mots pour dire peu de choses, mais au Maroc, tu ne sais pas ce qu'ils disent pareil. C'est-tu un vrai oui? C'est-tu un engagement? Okay. J'ai plus de difficultés
à décoder, si tu veux. Cédric qui pose la question, entre travailler avec les Québécois francophones puis travailler avec le reste de l'Amérique anglophone, as-tu vu des différences dans la culture de gestion? Absolument. C'est flagrant. Au Québec, puis là, je vais me permettre une opinion éditoriale. Là. Si tu regardes ceux qui sont en train de racheter Lion Électrique, c'est des gens riches et célèbres. Ouais, j'ai vu ça passer. Puis, du moins, ce que je lis... Il attendait le moment. Du moins, ce que je lis dans les journaux, ils veulent l'acheter, mais si le gouvernement me donne une subvention de 20 millions, ou si le gouvernement impose aux transporteurs scolaires d'acheter de Lyon pour avoir la subvention. Je vois ça au Québec, je le dénonce pas parce que c'est pas ma business, là. Mais au Québec, on aime ça que le gouvernement nous donne de l'argent, qu'il nous prête de l'argent. Pas aux petits, nous autres, tu sais. Alors qu'aux États-Unis, ça fait-tu de l'argent? C'est-tu payant? C'est-tu une business? Ils ne refusent pas les subventions, c'est pas ça que je dis, là, mais c'est pas le critère principal pour une business. Au Québec... moins la tendance vers le partenariat public-privé. Exact. Parce qu'ils ne veulent pas que le gouvernement se mêle de leurs affaires. Okay? Au Québec, on est confortable dans... Une des raisons pourquoi, tu sais, jeune, là, j'allais au cégep, j'étais séparatiste là, dans le temps de René Lévesque. Puis après ça, j'ai dit, ouais, mais si on se sépare, là, est-ce qu'on a le guts, l'énergie de se dépasser? Puis j'ai pas vu ça à ce point-là. Si on est indépendant demain matin, là, on a-tu le guts pour se défendre puis faire notre place? Ouais. La culture n'est pas assez entrepreneuriale puis même conquérante, tu sais. Je reviens avec l'histoire de la Chine. Fait que quand on savait qu'on se faisait copier, une des stratégies, puis on a consulté des conseillers chinois là-bas, on pourrait ouvrir notre propre filiale puis aller se battre là-bas. Faire notre propre distribution nous-mêmes, tu sais. Puis là, j'ai regardé l'équipe de direction et j'ai dit, OK, mais qui va y aller? Qui va prendre l'avion une fois par tous les 2 mois, aller passer 2-3 semaines en Chine pour démarrer, implanter, tout ça? Il n'y a pas de main qui se lève. Je te dis pas qu'il n'y en a pas au Québec qui ont de l'ambition, c'est pas ça que je dis non plus, mais les PME, là, si tu fais le tissu industriel du Québec, il y a des shops de 5, 10, 15, 20 millions, il y en a un méchant paquet. Puis ils sont limités par le plafond, c'est l'entrepreneur lui-même. Puis c'est correct, il y a le choix de dire, ben, je suis ma petite affaire, je suis bien. Mais pour avoir des conquérants, il y en a au Québec, là, mais ils courent tout après l'argent du Fonds de solidarité, de la Caisse de dépôt, puis d'Investissement Québec pour se propulser. Mais c'est-tu pas parce qu'il manque d'investissement étranger ou il manque de capital à investir au Québec? De l'argent, il y en a plein. Tous les entrepreneurs qui ont vendu leur entreprise et qui ont des petites fortunes à leur disposition, ils font du placement privé puis tout ça. Fait que c'est pas l'argent qui manque. Mais je te dirais que si, par exemple, quand j'étais je me rapportais à mes 6 banquiers là, dans mon usine de Saint-Jean-sur-Richelieu, chaque semaine, le lundi soir, j'envoyais mon rapport de KPI, 27 mesures de performance d'entreprise. Puis tous les jeudis après-midi à 4 heures, j'avais une réunion avec les banquiers de 2 heures pour expliquer les chiffres puis les tendances. C'est assez exigeant comme routine, comme... 27 KPI par semaine donne pas le temps de mettre en place des Non, mais mettons, beaucoup, ils traquent tout. Puis faut pas que tu oublies qu'il y a beaucoup d'Américains qui ont fait le service militaire. Fait qu'il y a beaucoup d'attitudes de command and control. Puis si tu ne performes pas, ton siège est éjectable vite, là. C'est fini. Un autre, tu sais. Au Québec, puis je dis pas c'est mauvais, mais on est pas mal tolérant. Des entrepreneurs qui comme là avec l'histoire des tarifs, là. Les gouvernements, puis le BDC, tout le monde va se faire dans la carte Investissement Québec, faire des prêts transitoires, tu sais, comme on a eu dans la pandémie. La pandémie, c'est pas mal d'autres choses, là. Puis là, on va aller chercher des prêts. Mais un prêt, il faut que tu le rembourses. Alors que, assez souvent, il y a des solutions. Des solutions un peu plus, je dirais, courageuses.
Fait que c'est pour ça que quand on parle de la culture du Québec, il y en a des champions, il y en a des gagnants, mais on a un tissu aussi qui est plus aidez-moi, puis je veux pas en faire trop. Là. On est comme un peu à mi-chemin entre ce que tu décrivais par rapport à la France et les États-Unis, entre la rapidité de prise de décision, puis... Puis je te dis pas que c'est bon ou mauvais, je fais juste le constater. D'écrire, oui, puis c'est ça que je voulais... J'aurais d'autres questions à te poser sur l'écosystème de l'entrepreneuriat au Québec, puis ta vision, puis les opportunités que tu vois. Je garderais peut-être plus ça pour plus tard dans la conversation, parce que je veux vraiment qu'on ait assez de temps pour que tu nous fasses notre crash course du fixer. J'aimerais ça que tu t'adresses aux jeunes entrepreneurs comme nous, puis que tu nous donnes tes conseils de base. Par où tu commences quand tu coaches une entreprise, puis tu parlais des KPI, qu'est-ce que tu mets en place? Donc, quelques questions de noter là, par rapport à ça, mais tu peux aussi y aller comme tu le sens. Ben, c'est intéressant. J'ai coaché 2 jeunes entrepreneurs qui avaient une petite shop de 2,5 millions de chiffre d'affaires. Fait que je les ai fait un programme de coaching, puis je dis on va commencer par la relation avec l'argent. Parlons-en de la relation avec l'argent. Parce que une business, oui, il faut que tu fasses ce que tu fais, tu traites bien tes clients, puis ainsi de suite, ça va, mais c'est aussi une business qui ne fait pas de profit, c'est pas une business. C'est un OSBL jusqu'à temps que ça ferme, tu sais. Fait que... Puis, il y a beaucoup de gens qui se lancent en affaires parce que le statut d'entrepreneur, c'est valorisant. Fait que là, tu t'achètes des bebelles, puis tu es un entrepreneur. Si tu dis que tu es consultant, ben là, c'est moins glamour, tu sais. Fait que les 2 jeunes, je les ai fait remplir un questionnaire de, ça va pas être 70 questions, dont certaines sont stupides. Faire de l'argent, c'est mal. Tu sais. Fallait que tu notes si tu es d'accord avec ça ou pas d'accord ou un peu d'accord. L'argent n'achète pas le bonheur. Puis c'était juste pour que tu te découvres de toutes les phrases, incluant celles que tu rejettes, qui habitent tes valeurs. Mm-hmm. Puis j'ai été suivre un cours il y a longtemps en Californie. Puis il y avait un séminaire sur l'argent. Qui tu es par rapport à l'argent, c'est... Je vais te poser la question. Qui parlait d'argent dans ta famille? Ton père, ta mère? Les 2. Qui dominait la conversation dans certaines situations? Je ne veux pas nécessairement un exemple, mais qui... Ben, je dirais que mon père a plus d'intérêt à parler de gestion de l'argent. Mais ça en parlait. Oui, fait que là, tu vois, toi, là, tu as été programmé de ce que tu as entendu de tes parents. Fait que dans certaines situations, c'est ton père qui était dominant sur une décision. Puis dans d'autres cas, c'était ta mère. Puis ton père, lui, il a été programmé par ses grands-parents. Mais ses parents, lui, ils ont vécu à une autre époque que l'argent au Québec. C'était pas la même chose, puis il y avait la religion, puis toutes sortes d'affaires. Fait que toi, quand tu arrives dans la vie à 17, 18 ans, par rapport à l'argent, tu n'es que la programmation que tu as héritée dans ta maison, puis ton entourage proche, là, tu sais, parce que... Et ça va te gérer automatiquement jusqu'à temps que tu découvres d'autres choses. Fait que tu es automatiquement ça. Puis, fait que ces jeunes-là, ben, son père est en affaires, il était millionnaire. Fait qu'eux autres, la relation de l'argent, c'est pas pareil. Ils sont entrepreneurs d'une petite, je dis une petite shop, une shop, mais eux autres, là, leur père va mourir, ils vont être millionnaires. Ils n'ont pas la même relation avec je vais me bâtir un fonds de pension, mettons. Si je veux m'acheter des choses, tu sais, mon père, eux autres, acheter un pick-up, son père va y prêter 50 000. Tu sais. Fait que, je vais le dire en anglais, ils sont fuckés. Ça ne veut pas dire qu'ils vont manquer d'argent, ils n'en manqueront pas, jamais. Là, mais comme gestionnaire d'entreprise, ils sont fuckés. L'argent n'a pas la même valeur. Parce qu'il y a toujours un papa qui peut me... Fait que là, je donne cet exemple-là pour dire que, dépendamment de ta programmation,
Puis, un peu comme dans votre projet, puis un peu beaucoup dans votre projet, vous avez une relation avec l'argent qui est longue. Tu investis, puis le rendement va grandir, puis tu ne veux pas que ça paye l'année prochaine nécessairement. Tu sais. Fait que, déjà, je pourrais, en te parlant 2-3 minutes, découvrir qui tu es par rapport à l'argent. Puis ça va guider tes décisions puis tes actions. Fait que n'importe quel jeune en affaires, sa programmation, puis là, après ça, en côtoyant, toi, un peu comme on le fait ensemble, toi puis moi, à un moment donné, j'ai travaillé avec des entrepreneurs juifs. Puis ce qui était remarquable dans la communauté juive à Montréal que je connais, ils sont longs avec l'argent. Leurs parents sont arrivés, ils ont immigré au Canada, puis ils ont été des artisans, des shops. Puis les Juifs, c'est assez particulier. Ils partent des entreprises, puis il y a des générations qui continuent. Puis quelques-uns de leurs enfants, ils les envoient comme docteurs ou avocats. Tu sais, ils en font des professionnels parce que les enfants ne veulent pas travailler comme leurs parents ont travaillé dans des shops comme des esclaves. C'est documenté, ça, cette affaire-là. Tu sais. Fait que, mais les entrepreneurs juifs, ils ne vendent pas souvent leur entreprise. Tu sais, quand tu as une poule qui pond des œufs, ben, pourquoi tu vendrais la poule? Puis ils sont moins dépensiers, tu sais, de cette génération-là, je te parle. Fait que leur relation avec faire de l'argent, mais pas pour le Dieu argent. L'entreprise, il faut que ça fasse de l'argent, puis tu as un bilan en santé, au lieu de la vider. Puis tu as fait un parallèle avec la relation de l'argent des baby boomers au Québec, qui ont des shops plus petites, là. Ils vendent, puis ils s'en vont, avant Trump, ils s'en allaient aux États-Unis, tu sais. Fait qu'il n'y avait pas de continuité. Ils bâtissaient ce qu'ils bâtissaient, ils ramassaient de l'argent, puis ils s'en allaient prendre la retraite en Floride, tu sais. Il n'y avait pas cette culture-là, puis c'est pas un reproche, c'est juste des faits, là, tu sais. Puis là, tu vas voir de plus en plus d'entrepreneurs qui ont vendu, qui ont fait de leur argent, mais qui vont rester comme quelqu'un qui va initier d'autres entreprises, tu sais, qui vont accompagner, puis qui vont partager leurs bons coups et leurs erreurs à bâtir une organisation. Ça fait que la relation de l'argent va déterminer les genres de décisions que tu vas prendre. Puis si je te dis, ouais, mais pourquoi tu perds de l'argent? Tu sais, en 2006, j'ai acheté une petite entreprise avec ma soeur au Saguenay, une shop de revêtements sur métaux, là, de la peinture en poudre, puis des trucs comme ça. Fait que j'ai dit à ma soeur, ben nous autres, on va avoir une règle, là, on ne perd pas d'argent. On ne perdra pas d'argent. On va faire ce qu'il faut, on va vendre plus cher, ou on va couper les coûts, ou on va arrêter, mais on ne perdra pas d'argent. Fait que ça a toujours guidé. À un moment donné, elle m'appelle, elle dit, notre shop, on faisait tous les vélos de la compagnie de Vinci. Puis les vélos de Bixi. Puis on les fait encore. Moi, je ne suis plus actionnaire, là, mais... Fait que la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai investi sur une petite compagnie. On a commencé à 1 million de chiffre d'affaires. Là. La première chose que j'ai fait, j'ai fait venir un consultant, puis on a bâti un outil de soumission. Parce que en affaires au Québec, comment tu fixes tes prix, puis comment tu les gères pour arriver dans tes chiffres. Tu sais? Fait que si tu as fait un outil de soumission, puis tu dis telle chose va me coûter tant, mais je t'amènerais avec moi dans n'importe quel shop, là, puis on dirait, OK, montrez-moi comment vous calculez votre prix de revient. C'est fou, les réponses bizarres que tu as. Mettons, c'est une équation à 8 chiffres. Il y a la main-d'œuvre, il y a les matériaux. Ouais. Ben, il y a 4 chiffres de vrais là, qui sont documentés, factuels, que tu peux tracer. Le reste, c'est à peu près. Ben, ça donne des à peu près. Fait que quand tu vas analyser où c'est que tu fais de l'argent, où tu perds de l'argent, si tu n'as pas un outil de soumission, ben tu ne sais pas. Tu ne sais pas par où commencer. Fait que, puis encore là, je te fais relation avec l'argent parce que tu fais ça pour que ça soit rentable. Maintenant, si tu es trop cher et tu n'as pas de marché, ben, tu n'as pas d'affaire là, mais... Fait que les jeunes, même dans votre domaine d'immobilier, tu l'achètes à un prix X, il y a des formules. Mettons que tu as suivi un gourou sur Internet, là, ça, c'est le bout de facile. Mais là, après ça, tu l'as acheté, tu l'as financé. Puis là, il faut que tu fasses des transformations. Combien ça va coûter? C'est quoi le retour? C'est quoi ma contingence?
Là, je te parle de mécanismes d'affaires, mais derrière ça, c'est de l'argent. C'est un chiffre tout le temps. Mhm. Fait que si tu n'es pas puissant avec cette relation-là, tu vas être un peu slampé sur tes chiffres. Tu vas... Parce que c'est une belle opportunité d'apprendre. Me suis-tu trompé? Comment je corrige? Comment je fais mieux la prochaine fois? Fait que c'est vraiment une relation. Puis encore là, c'est pas le Dieu argent, là, mais c'est comment tu es en relation avec la dimension chiffrée de ce que tu proposes en affaires, peu importe le domaine que tu parles. Puis cette relation avec l'argent qui est, mettons, qui est inadéquate, que tu remarques, est-ce que c'est quelque chose que tu remarquais aussi chez les grands dirigeants des entreprises qui généraient des 100 millions de dollars de chiffre d'affaires aussi? Absolument. Fait que tu dirais que c'est même une des sources de problèmes en business. L'autre jour, là, 2 mois, j'ai été sur ChatGPT. J'ai dit, dis-moi donc les facteurs les plus importants qui sont à la source de la contre-performance des entreprises. Fait qu'il m'a sorti les classiques, là, tu sais, baisse des ventes. Puis... Non, donne-moi pas ce que je suis capable d'inventer moi-même, là. Puis, fait que Voilà la source. Je l'ai envoyé fouiller dans les études d'Harvard, puis un peu partout. Puis le facteur numéro 1, c'est une déficience en gestion financière. Parce qu'à la fin, si tes ventes baissent, ben ajuste-toi, tu sais, veux dire. Ou si ton produit ne se vend pas, ben, ajuste-toi aussi. Mais tout ça a une dimension financière. C'est la gestion financière qui va tuer ou solidifier ton projet d'affaires. Puis c'est à quel niveau que cette déficience-là se manifeste? C'est dans les mauvais KPI? Ça commence par le président, OK? Fait que si je te disais, je sais pas, là, dans l'immobilier, vous avez des mesures là, de brut, net. Y a-tu le BAYA aussi? Là? Ben, c'est le revenu net. Le revenu net. Le NOI. Fait que... Puis là, tu peux comparer 2 immeubles, j'imagine, en utilisant ça. En utilisant les multiples du marché, etc. Puis là, tu te dis, est-ce que je fais un bon deal, un deal fair, puis tout ça? Fait que si t'as beau être quelqu'un qui est bon démarcheur, puis tout ça, si ce bout-là, tu l'échappes, t'as fait un mauvais deal. Ça va être très dur de le rattraper par après, tu sais. Fait que dans les grandes entreprises, le dirigeant il est animé par une vision très égocentrique. Puis ça va même dans les plus petites. À un moment donné, ma soeur a dit, hey, avec mon fils, on va acheter une entreprise là, qui est 6 fois notre taille. Je dis, pourquoi tu veux faire ça? Ça va bien, votre affaire, vous faites de l'argent. Puis vous allez souper chez vous tous les soirs à 5h30. Elle se dit, ouais, mais la croissance. Fait qu'il y a le fameux statut que je suis en croissance, que mes pères me jugent en disant, lui, il roule, tu sais. Puis il a fait pourquoi tu as fait des acquisitions? L'acheter, ça, c'est le bout facile. Fait que, je te dis, je l'ai dit tantôt, plusieurs entreprises ont fait des acquisitions aux États-Unis puis se sont plantées. Fait qu'au départ, tu regarderas, je ne sais pas si tu lis n'importe quel cahier des affaires, la presse ou d'autres, tu vas voir qu'il y a des entrefilets qui disent « Hey, on a acheté une entreprise à Ottawa pour avoir un meilleur accès au marché d'Ottawa. » OK. Moi, je ne peux pas m'empêcher de dire « Ouais, mais meilleur accès pour faire quoi? » Pour dire que tu as un bureau à Ottawa? Pour croître? Pour croître quoi? Juste pour dire que tu as doublé ton nombre d'employés? Si tu ne me réponds pas, c'est pour faire de l'argent. Ben, je vais dire pourquoi? C'est d'égo. J'ai 4 bureaux au Québec. OK, ouais. Puis, je te dis pas de pas avoir d'ambition, mais à la fin, il faut que chaque move que tu fais augmente ton leverage d'impact dans ton industrie, puis qu'il y a une valorisation financière qui va découler de ça. Fait que si tu es trop petit, puis il y a de la consolidation, tu te consolides pour être un joueur d'impact. Mais sais-tu faire ça, de la consolidation? As-tu une équipe? As-tu des gens qui vont t'aider? Fait que dans les grandes entreprises, il y a beaucoup d'ego de ça. Les gens se font influencer par des vérités, entre guillemets, dominantes de tu devrais grandir, je vais te prêter de l'argent, la banque va te prêter de l'argent, le fonds de solidarité, n'importe qui, pour acheter. Mais il faut que tu achètes pour les bonnes raisons. Puis si ce n'est pas stratégique, puis encore là, je te dis, pour
augmenter ton levier d'être un joueur d'impact dans ton industrie, pas juste ton levier financier. Là. Donc, pour une petite entreprise, selon toi, c'est comment que tu fixes tes objectifs de croissance? Parce que, veux pas, la croissance, ça peut amener de la stabilité que tu recherches. Quand tu es trop petit, tu es fragile, tu veux... C'est la croissance par rapport à ton marché que tu veux avoir une place dedans. Excuse l'expression anglophone, là, mais si tu es trop petit puis tu n'as pas accès aux clients, puis là, tu dis, OK, il faudrait que je sois plus gros. Plus gros comment? Quel service? Quelle capacité d'usine? N'importe quoi. Fait qu'il faut toujours peut-être des questions stratégiques pour que les réponses fassent une différence. Puis oui, quand tu es trop petit, il faut que tu grossisses. Tu vas grossir comment? Quelle équipe? Dans l'exécution, il y a beaucoup de choses qui s'échappent. Puis t'as-tu... j'écoutais l'autre jour d'une conférence du capitaine Piché, là, tu sais, l'avion. Mon petit cousin. Ouais. Ce qui était intéressant avec son parallèle avec les entreprises, c'est qu'il dit, quand tu pars de l'avion de Montréal pour aller à Paris, il faut que tu aies assez d'essence. Ça, c'est le cash flow. Puis il dit, quand tu arrives à Paris, s'il y a un pépin, il faut que tu tournes en rond, tu sais, peut-être avant d'atterrir. Ou que l'aéroport est fermé pour quelque chose de raison, il faut que tu vas aller atterrir à une autre place. Fait qu'il faut que tu aies en affaires, c'est d'avoir un bilan pour souffrir qu'il y a toujours de la turbulence puis des imprévus. Comme là, avec les tarifs américains, si dans ton entreprise, ton cash flow il est déjà en dessous de ton nez, tu vas mourir. Je peux te le dire tout de suite. Tu n'as pas le bilan pour passer à travers... ben là, ça se peut que tu ailles chercher un prêt du gouvernement, là, mais c'est une dette qu'il va falloir que tu rembourses. Fait que tu as survécu, mais tu vivre. C'est une autre affaire. Fait que la croissance, c'est toujours une question de stratégie qu'il faut que tu exécutes pour qu'elle soit valable. Tu sais. Fait que tu dirais un jeune entrepreneur, le but, c'est d'avoir des saines habitudes de gestion. Concrètement, ça ressemble à quoi? Qui sont... je vais te dire une affaire. Mettons que toi puis moi, on est 2 salariés. Puis 2 fois par semaine, on va déjeuner le matin avec 5 hommes d'affaires multimillionnaires. Ils vont nous dire, si on y va toutes les semaines, là, au bout d'un mois, ils vont dire, hey, Léo puis Dominique, là, qu'est-ce que vous faites à travailler à salaire? Là? Avez-vous pas une idée, partez-vous en affaires? Là, fait que qui tu es comme entrepreneur, c'est ton réseau de conversation, des personnes que tu fréquentes le plus. Comme là, ce que je fais avec toi, là, tu sais. Qui va l'écouter, puis qu'est-ce qu'ils vont en faire, c'est une autre chose. Mais veux pas, tu dis, j'avais pas vu ça comme ça. Ne serait-ce qu'une phrase, comprends-tu? Fait que si tu veux devenir meilleur en affaires, parle avec des gens d'affaires. C'est pas nécessairement parce qu'ils sont des champions, mais tu vas avoir une autre conversation que tu n'auras pas, dépendamment de qui tu fréquentes. OK. Très bon conseil. Je ne m'attendais pas à ça, mais ça fait tout à fait du sens. C'est comme, mettons, si tu veux devenir profitable, tiens-toi avec du monde profitable. C'est pas compliqué. C'est comme mon fils, il y a plusieurs années, il a eu un enfant. Fait que devine quoi, après qu'ils ont eu l'enfant, c'était fini les sorties de jeunes adultes. Ils se tenaient avec d'autres couples, des bébés. On connaît ça. Puis après ça, il va y avoir des divorcés, mais là, les divorcés, ils ne peuvent plus se tenir avec les familles encore unies. Fait que... fait que le réseau de conversation, là, c'est critique. Puis qu'est-ce que tu laisses... T'as-tu assez d'ouverture d'esprit pour dire « j'avais pas vu ça comme ça ». Comment est-ce qu'on peut l'entretenir, cette ouverture d'esprit-là? Ben d'abord, il faut que tu sois curieux de nature, là. Puis il faut que tu sois insatisfait. Pas insatisfait, malheureux, victime, là, mais mettons, je te dis, j'ai 5 livres de trop, puis que ça, c'est un gros deal pour moi. Je vais faire quelque chose avec. Mais si je fais rien, c'est 5 livres cette année, 5 livres l'année prochaine, puis dans 4 ans, je pèse 20 livres de plus, puis là, l'enlever, c'est difficile.
Fait que, en affaires, si tu dis, il y a l'ego qui va t'amener, mettons, pour aller plus loin, c'est correct. Mais il faut que tu sois insatisfait de ta performance. T'es-tu en forme? Tu te lèves? C'est quoi que tu dis, ça, je tolère pas ça? Fait que je t'emmènerai avec moi dans des usines au Québec, là. Puis, même si c'est pas ton domaine, on marche dans l'usine et on observe. L'usine est sale, mal rangée. Tu dis, voyons, il me semble ça, c'est pas correct. C'est pas la solution, mais tu sais que c'est pas correct. Mm-hmm. Une fois, je rentre dans une entreprise en difficulté, puis moi, j'ai un habit cravate, puis je rentre avec le président dans le shop. Puis il y a 4 gars à côté, c'est une table de montage, à côté, qui ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Ils voient le président rentrer dans l'usine avec un... Moi, j'aurais pu être un client, j'aurais pu être le banquier, j'aurais pu être n'importe quoi. Mais non, fait que lui, il tolère ça. Déjà, ça me dit ce qu'il tolère, pas blâmer les employés, là, mais... Puis pas qu'il ait peur du président, mais c'est juste... Mm-hmm. Tu sais, voyons. Fait que tu... T'es payé. Fais semblant, fais quelque chose, tu sais. Fait que les... quand j'étais, par exemple, dans l'usine qui fabriquait des bacs de plastique, je me promenais dans l'usine, puis j'observe. Puis aussitôt que tu entends quelqu'un dire « On a toujours fait ça comme ça », là, ça vaut la peine de tirer sur le fil pour challenger ça. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais tu dis « OK, il y a une opportunité de peut-être challenger ça puis améliorer un processus ou une histoire. » Tu sais. Mm-hmm. Fait que ça te prend soit de la curiosité, soit que tu n'es pas content de quelque chose de la façon que ça fonctionne. Parce que même si tu as de l'ego pour aller plus haut, plus vite, plus loin, il faut aussi que tu regardes derrière toi comment ça marche. Fait qu'à date, on a le mentorat, l'insatisfaction ou la curiosité, mettons ça positif. Curiosité de faire mieux, la curiosité ou la faim pour mieux. D'autres... C'est des bons conseils. Je m'attendais à des tactiques un peu plus concrètes. Mais t'aurais-tu des tactiques concrètes sur comment gérer ton entreprise sainement? C'est quoi les mécanismes qu'il y a dans une entreprise saine? Ben oui. Tu remontes toujours au président. Oui, bien, je vais te dire, l'après-midi, j'ai un meeting avec quelqu'un qui vend des entreprises. Fait que j'ai décidé la semaine passée que j'avais un nouveau produit à vendre, le business staging. Dans l'immobilier, tu connais ça, le home staging. Tu améliores ta propriété. C'est un budget de... Quand j'avais vendu mon condo, à l'époque, c'était 3 %, puis on faisait pour 3 % d'investissement en staging. Fait que là, j'ai dit, bon, OK, si moi, je suis capable d'améliorer les résultats d'une entreprise en crise, imagine ce que je fais si elle va bien. Mm-hmm. Parce qu'ils n'ont pas le temps de regarder, puis tout ça. Fait que... Puis le monde, il dit, comment tu fais ça? Ben, c'est facile. J'utilise la loi de Pareto. Fait que je regarde le nombre de tes clients. Fait que j'ai des exemples concrets de situations véritables. Tu as 35 clients, il y en a 7 qui font 80 % de ton chiffre d'affaires. Puis les autres, ils font 20 % du chiffre d'affaires. Fait que je regarde les marges brutes par client. Mm-hmm. Fait que selon l'industrie, j'ai une marge brute minimale que je dois rencontrer. Après ça, je classe les clients A, B, C, D. Fait que les D, c'est les petits clients qui demandent beaucoup d'énergie, du temps, chiolent, payent mal, beaucoup d'interférences. Fait que je les mets dehors. Mais comment on met ça dehors, un client D? C'est qu'on augmente les prix. Ou bien il va devenir très rentable, puis je vais le tolérer, ou il va s'en aller nuire à mon compétiteur. fait que je les écrème comme ça. Après ça, je regarde les produits par marge. Fait que, là, plusieurs années, j'étais dans une compagnie qui faisait de la transformation alimentaire. Je ne connaissais rien, mais on importait de la salade, des carottes, puis l'été, on achetait au Québec. Là. Fait que on avait 2000 SKU. Des SKU, c'est le nombre de produits ou sous-produits que tu as. On vendait ça à Costco. Puis fait que j'ai mis ça sur un tableau, puis j'ai fait la règle de 20-80. J'ai éliminé le zucchini, parce que j'aime pas ça. Bien, j'ai coupé certains sous-produits qui nuisaient à l'usine, l'organisation, puis l'overtime, puis les set-up time. Puis...
En 2 mois, j'ai baissé le chiffre d'affaires de 10 puis on est devenu rentable automatiquement. C'est pas intéressant. Comme tu disais plus tôt, quand tu demandes à des différents entrepreneurs combien leur coûte, c'est quoi leur coût de revient de chacun des produits qu'ils ont, puis qu'ils arrivent avec des chiffres différents quand ils devraient avoir rien qu'un chiffre. Probablement que ces propriétaires-là ne le faisaient pas, ce calcul-là, parce qu'ils s'en seraient bien rendus compte. Alors, dans les bacs en plastique, j'avais Home Depot comme client, 65 millions de chiffre d'affaires. Puis, on avait un produit qu'on avait 7 machines à temps plein qui fabriquaient 24 heures par jour des bacs pour lui. J'ai eu la curiosité de dire, moi, pesé les bacs de chacun des moules. Ben, il y avait 10 de différence dans le poids de la résine, l'ajustement du moule. C'est ça le coût, la résine. Mm-hmm. Personne n'avait vu ça depuis je ne sais pas combien d'années. C'est vrai, parce que j'étais curieux. Mais je sors des chiffres. Après ça, dans le coût de revient d'un bac, la résine, je la connais, je peux la modifier à chaque mois si elle fluctue, le prix de la résine. Mais c'est le dollar américain. Parce que je fabriquais au Canada. Fait que ma formule, est-tu bonne? C'est quand la dernière fois que vous l'avez regardée? Fait que je fouille, je drill down, là. Mm-hmm. Je pogne le 80 puis je l'augmente de rentabilité. Le 20 j'essaie de l'éliminer ou de craquer les prix. Puis après ça, dans le manufacturier, j'ai des exemples concrets dans lesquels je fais... je me sers de la loi de Pareto partout. Partout. Mm-hmm. Puis je me concentre évidemment sur ce qui va plus vite au début, là. Puis après ça, une fois que je l'ai montré à ceux avec qui je travaille, bien, je leur fais le reste. Là, mais tu crées une culture des d'efficacité. tactiques claires, tu pognes les chiffres, tu les drill down, la loi de 20-80, puis tu peux analyser. Aujourd'hui, avec Microsoft, il y a un outil très puissant qui s'appelle Power BI. Tu peux tout mesurer, tout faire des tableaux, des analyses. Maintenant, il faut que tu aies la curiosité puis le goût des challenger puis les travailler. Mm-hmm. Fait que moi, je pourrais gérer une compagnie juste dans mon bureau. Puis je vais dans l'usine parce que je suis curieux, puis je m'endors, fait que je vais marcher. Si je m'endors, je m'en vais marcher dans l'usine. Puis là, je vois des affaires, puis je pose des questions. Mais les tactiques, c'est vraiment, donne-moi des chiffres, je vais te analyser avec la règle de 20-80, puis même la compagnie que je te parle, qui avait 7 clients qui faisaient 80 de chiffre d'affaires, si tu appliques la loi de Pareto, tu prends le 80 du 80 64 du chiffre d'affaires, c'était 3 clients. Donc, imagine où va aller mon attention pour le futur de la compagnie. C'est grossir ces clients-là. Pas m'occuper. Fait qu'il y a une autre vérité que je challenge, moi, c'est ceux qui disent tu es trop dépendant de Walmart, tu devrais te diversifier. Mm-hmm. Sais-tu combien ça va te prendre de petits clients pour diversifier que 60 de ton chiffre d'affaires chez Walmart, c'est trop? C'est impossible. Puis si Walmart te lâche, tes petits clients ne vont pas te sauver. Ton infrastructure est trop coûteuse. Fait que ce qu'il faut que tu fasses, c'est rendre Walmart plus dépendant de toi. Tu sais, comme mon affaire de plastique avec Home Depot, j'ai 7 machines qui roulent 24 heures par jour à l'année faire des bacs pour eux autres. Je suis dépendant d'eux autres. Mais il n'y a aucun compétiteur qui a 7 machines qui coûtent 1 million, qui ne tournent pas, qui dit « Ah, ils sont vides, je vais aller voir Walmart pour remplacer les bacs de plastique. » Ça n'existe pas. Fait que Walmart ne peut pas me switcher on and off comme ça. Fait qu'après ça, notre tactique, c'était quel autre produit je peux vendre à Walmart? Parce que j'ai déjà la relation. Tu sais, le coût d'acquisition de ce client-là, il est déjà payé. Là. J'ai juste besoin de trouver des produits, puis pas d'inventer des affaires. Tu copies tes compétiteurs, là, dans le sens qu'ils n'ont pas des affaires brevetées, là, mais un bac en plastique, il n'y a pas grand brevet là-dessus. Là. Si tu as les machines. Fait que, tu sais, au niveau de tactique, là, c'est vraiment prendre tes chiffres, puis, tu sais, la shop de peinture, à un moment donné, je parle avec le fils de ma soeur qui a pris la gestion de l'entreprise. Puis là, j'ai dit, il faut que tu visualises ton prix de revient dans l'usine. On a le soumissionneur, puis la peinture, elle va où? Puis, fait que, puis il faut vraiment que tu sois un peu, je te dirais, TDAH, là, tu sais. Fait que, faut que ça t'allume de faire ça. Ouais.
Ça prend cette fin-là. Ça, c'est sûr. C'est là que tu sais que tu as le potentiel d'avoir du succès en tant qu'entrepreneur parce qu'il faut constamment régler des problèmes, Mais constamment trouver des solutions. Puis... C'est comme un autre exemple, je te dirais. Toi, tu achètes des produits en Chine puis tu vends à Walmart. Puis là, tu dis, hey, moi, je suis un entrepreneur à succès. J'ai trouvé un produit, je le fais fabriquer à un juste prix, puis je le vends à Walmart. Mais là, ton travail commence. Parce que une fois que tu vends à Walmart à un prix qui ne bougera pas, il faut que tu gères la logistique du transport. Puis ça peut faire ça. Après ça, il y a tu vas acheter en devise américaine. Fait que si le dollar canadien bouge, fait que le chiffre final, le prix de vente est fixé. Le prix d'achat chez le Chinois est fixé. Entre les deux, ça se peut que tu fasses faillite. Fait que si tu n'apprends pas, toi ou un de tes collaborateurs, à maîtriser le taux de change puis les défis de logistique, tu es à risque. Pourtant, tu as vendu à Walmart. Pour ça, il y a la gestion d'inventaire. Fait que, vois-tu, ton risque d'affaires, il commence après que tu as vendu à Walmart. On ne s'attendrait pas à ça. C'est contre-intuitif, ce que je te dis là. Si tu ne sais pas gérer ces morceaux-là, tu es à risque, c'est quand est-ce que tu vas planter. Puis je te dis ça parce que je t'en ai vu. Pas... Donc, parlons en plus de ton académie. Après tout, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés parce que tu sors du contenu en ce moment super bien fait, je le mentionnais, pour attirer de l'attention vers cette académie-là que tu as créée. Comment est-ce qu'elle s'appelle, ton académie? The Business Fixers. The Business Fixers. Pour que tu apprennes à devenir toi-même un fixeur. Donc, parle-nous d'où est venue cette idée-là puis en quoi ça consiste, ton académie? D'où est venue l'idée, c'est que, tu sais, j'en ai fait plusieurs entreprises que j'ai gérées en redressement. Puis, je suis bon dans ce que je fais. Puis, je pourrais en faire un autre, puis si l'opportunité se présente, je vais le faire. Mais j'ai dit, OK, dans un an, je vais juste être un an plus loin. Tu sais. Mais j'ai dit, comment je pourrais redonner mon expérience puis mon savoir-faire à des entrepreneurs pour qu'ils puissent eux-mêmes se l'approprier puis l'implanter à leur façon, à leur méthode, dans leur apprentissage, à une fraction du prix. Parce que moi, au prix que je charge, c'est trop cher pour une entreprise là, à temps plein. Fait que j'ai dit, comment je pourrais m'assurer que, tu n'étais pas en crise, puis si tu étais en crise, je vais te dire comment gérer la crise. Je vais te dire comment survivre, puis je vais te dire comment retourner à la profitabilité, puis plus jamais retourner en crise. Parce qu'il y a un volet mindset dans ma formation. C'est à propos de comment tu penses. Puis qui tu es, comme a way of being, ça te donne qui tu es dans l'action, puis les résultats que tu vas avoir. Fait que j'ai dit, il faudrait que je rende ça disponible à une fraction ridicule du prix que je coûte. D'une manière que les gens peuvent l'approprier. Fait que, par exemple, je fais des vidéos avec, évidemment, des PowerPoint, du narratif, puis la règle de 20-80. J'ai des fichiers Excel, puis ça soutient ce que je fais. Puis l'entrepreneur, lui, pour un abonnement mensuel, il a accès à moi 1 heure minimum par mois, là, un appel one-on-one. Il y a un appel de groupe, un mastermind des participants avec des Q&A. Puis j'ai l'intention de faire un podcast, d'inviter un spécialiste pour un sujet X que les participants voudraient entendre parler. Tu sais. Souvent, c'est un avocat, par exemple, sur les plans d'intéressement des employés dans ton équipe, des trucs comme ça. Puis je le rends d'une manière où tu as accès à ça quand tu veux. Puis l'offre que je fais présentement, c'est 1000$ par mois. Tu peux débarquer quand tu veux. Puis le premier séjour, tu as accès gratuitement à tout mon contenu. Tu peux tout regarder, tu peux tout downloader, puis pas continuer. Tu vas pas avoir accès à moi, l'appel d'1 heure, puis le reste, là, mais ça, je pourrais t'aider à bonifier, mais c'est juste pour aller... Le contenu, je le donne pour ce jour. Puis tout ce que j'essaie de faire sur mes posts, c'est
donner des morceaux de ça pour que le monde dise « Ah, ben, c'est intéressant. » Puis de cette façon-là, ça me permet de... Tu sais, tout ce que j'ai appris, quand je te dis les réseaux de conversation, puis les formations, puis les expériences, tu sais, si je te montrais toutes mes cicatrices, tu dirais, ouais, ça a été la vie difficile en gestion de crise. Fait que tu n'es pas obligé de faire ça, tu sais. Puis ça a l'air banal, mais juste la relation avec l'argent. C'est un gros morceau, ça. Puis là, on l'a fait en 2 minutes, là, mais si tu te mettais à réfléchir, tu dis, ah, c'est pour ça que je fais ça comme ça. Puis ainsi de suite. Puis là, ton prochain défi, je ne sais pas si tu es en couple, là, mais c'est 2 programmations différentes qui sont ensemble. Puis là, dans un couple, je peux t'en parler, ça fait toujours des... moi, je suis chanceux, elle est moins dépensière que moi. Non, mais ça fait toujours des frictions. OK? L'argent, avec le temps, il y a toujours ces 2 programmations différentes. Fait que de reconnaître sa programmation pour être ouvert à dire, ah, OK. Fait que le but de l'académie, c'est vraiment rendre ça disponible. Puis le premier pain point que j'essaie de faire valoir pour que les gens considèrent d'y aller, c'est tu es en crise. Maintenant, tu n'as pas envie d'être en crise pour aller là, parce que ce que je fais dans redresser la compagnie, tu sais, je t'ai parlé tantôt des tactiques, de la loi de Pareto, tout ça, ça s'applique dans une entreprise qui va bien aussi, tu sais. Je t'arrête là-dessus. Ça a l'air de quoi une entreprise qui est en crise? Premier symptôme que tu es en crise, c'est que tu cours après le cash à chaque semaine. Puis ça, c'est normal pour une entreprise qui démarre. Est-ce que ça serait un symptôme dans une entreprise qui a 1 an? Bon. Une entreprise qui démarre, l'ancien modèle des startups, là, c'était que tu pouvais brûler du cash tant aussi longtemps que tu avais du financement. Ce modèle-là, il commence à disparaître s'il n'est pas déjà disparu. Il y a de moins en moins de financiers qui vont dire « Tiens, je te donne 3 ans pour bâtir ton recurring, tes abonnements. » là, puis ça existe encore, mais c'est pas la mode. Là, tu sais. Fait que le monde, ils veulent que tu sois cash positif assez rapidement. Fait qu'il faut que tu y ailles plus par étapes que de dire on se lance, on brûle du cash, puis on va pivoter dans 8 mois, là, tu sais, puis peu importe. Là, si tu veux vraiment prendre des risques, fais ça. Tu sais, veux dire, le taux de survie est pas fort. Fait que rapidement, tu dois t'assurer que tu es cash flow positif. Fait que si tu es une start-up puis dans 1 an, il faut que soit que tu coupes tes dépenses en partant, parce que là, il faut que tu rentres des revenus. Puis. Fait que cash flow négatif, ça serait le premier indicateur. Tu as un cash flow négatif où tu fais des profits, mais tu vas investir ton argent pour acheter des équipements. Fait que le flux monétaire disponible, tu vas l'investir en développement de produits. Tu en fais trop en même temps. Ou tu vas acheter des équipements, ou tu vas louer un immeuble, louer une place pour ta business, puis tu vas faire des améliorations locatives. Fait que, tu sais, dans le business de ma soeur, quand on l'a acheté en 2006, elle me dit « Hey, les compresseurs font énormément de bruit. » C'était des vieux compresseurs pour faire fonctionner les affaires. Elle dit « Il faudrait échanger. » J'ai dit « T'es-tu sérieux? Ça coûte 20 000, je fais ça. On est en première année. » J'ai dit « Là, tu vas aller au magasin acheter des bouchons pour les oreilles. » C'est pas que... Trouver une solution. Tu sais, veux dire, c'était temporaire, mais c'est pas vrai qu'on va acheter des choses neuves là, dans la portion de démarrage, comprends-tu? Fait que c'est juste te donner une idée de... C'est pas parce qu'on n'avait pas l'argent, ma soeur et moi, de le faire. C'est juste que c'était pas pertinent dans une entreprise de brûler du cash pour des actifs qui sont... C'est pas comme si c'était une shop à peinture. Fait que si tu m'avais dit, on achète des fusils de peinture plus performants, mais un compresseur, peux-tu le tolérer un autre 6 mois, là, tu sais? Fait que c'est encore là, c'est... faut que tu sois... Ton cash, si tu en fais du profit, faut que tu le conserves pour avancer l'entreprise, mais parce que si tu fais des sorties de fonds, de CAPEX, qu'ils appellent, ou des développements de produits, où tu dis, je vais ouvrir un nouveau territoire, tu vas manger de l'argent, il faut que tu balances tes choses pour pas éviter que tu sois vulnérable. Fait que quand tu es en crise, c'est que tu as une gestion de cash flow.
tu es en crise, puis là, tu veux de l'argent, puis là, le monde, ils ne vont pas t'en donner parce que tu es en crise. Tu es en demande, tu es en besoin. Alors que si tu dis, je suis cash flow positif, mais j'ai des opportunités, là, tu peux attirer des investisseurs ou du financement, puis là, tu vas le faire après que tu as eu l'argent, tu sais. Donc, selon toi, une entreprise devrait avoir combien de runway? 3 mois, 6 mois, 1 an? Dépendamment des industries, là, parce que là, tu pourrais dire, j'ai besoin de plus d'inventaire pour donner un meilleur service à mes clients. Mais les banques, ils financent 50 des stocks, puis ils mettent un cap à un moment donné. Ça veut dire que si tu mets une pièce de plus en inventaire, il faut que tu aies 50 cents de cash qui viennent de ta poche, là. Les fournisseurs, eux autres, tu les as déjà payés de toute façon, tu sais. Fait que les recevables, la banque te finance 75 mais le 25 faut que tu l'aies mis dans la compagnie, ce cash-là, pour avoir ton fonds de roulement propre. Fait qu'à quelle vitesse tu veux avancer? À quelle vitesse tu vas matcher le gap, tu sais? Mais si tu le fais jusqu'au point de ne plus avoir d'argent dans tes coffres, parce que tu vas jusqu'au bout tout le temps, parce que tu veux croître, puis tu veux sortir d'une situation... Est-ce que ça, c'est sain? Est-ce que c'est normal dans certaines périodes? C'est jamais normal de te mettre en position de crise par défaut parce que tu t'es conté une histoire que tu voulais grandir. Si tu n'as pas assez d'argent, joue safe. Puis si tu veux jouer plus agressif, assure-toi que tu as les fonds pour ça. Parce que la banque qui amène la marge de crédit, elle va breaker assez vite. Hein. Okay. Fait que si tu es en crise, ça veut dire que chaque semaine, tu cours après le cash pour, payer les employés. Fais pas l'erreur de ne pas payer tes déductions à la source, puis la TPS TVQ. Parce que ça, tu vas être personnellement responsable. Fait que tu creuses ton trou. Tu as beau avoir un grand cœur, là. Fait que tu vas courir l'argent pour payer les fournisseurs. Pas les fournisseurs, les employés, les taxes. Après ça, les fournisseurs, à un moment donné, ils ne te donneront plus de crédit. Fait que tu vas être COD. Ou ils ne livreront pas si tu n'as pas baissé le vieux compte. Fait que là, ça s'enchaîne, là, tout ça, là. Moi, je gagne ma vie grâce à ces entrepreneurs-là qui ont fait toutes ces erreurs-là. Puis là, j'arrive, puis moi, je dis, OK, on va rétablir ça. Fait que tu notais dans ton questionnaire, je trouvais ça intéressant, que pour toi, c'était super important de toujours te réinventer. C'est quoi que ça signifie pour toi aujourd'hui? Bon, demain matin, tu m'appelles, tu dis, Dominique, on va aller dans une entreprise pharmaceutique, quelque chose. Fait que là, il faut que j'apprenne vite les modes d'affaires, les modèles d'affaires. Puis il y a différentes industries ont différents modèles de génération de flux financiers. Fait que il y a des cycles d'argent. Où va l'argent? À quelle vitesse? Fait qu'il faut vite que je comprenne le modèle d'affaires. Je n'ai pas besoin de comprendre le produit. Le produit, c'est comme une tranche de pain, ça sert à mettre la confiture dessus. Là, la confiture, c'est l'argent. Fait que faut que je me réinvente, puis j'aime le défi intellectuel de comprendre ta business vite, suffisamment pour l'impacter. On va tranquillement se diriger vers la fin de l'entrevue. Là, j'ai encore plusieurs questions pour toi. Mais j'ai une couple de questions pour toi, plus en rafale. Essaie de répondre rapidement, concis. Voir qu'est-ce que, sur le coup du moment, tu vas avoir comme réponse à ces questions-là. Mais le CEO qui t'a le plus impressionné. Pourquoi? C'est dur à trouver une réponse vite de même. Premier qui te vient en tête. Il n'y en a pas. Il y a différents styles, différents modèles. Puis les CEO qui m'impressionnent le moins, c'est ceux qui sont esclaves des actionnaires quand tu es une société publique. Ils prennent des décisions pour le stock, la valeur des actions, souvent basées sur le court terme. Quand je dis m'impressionne pas, je comprends la game qu'ils jouent. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui m'impressionnent plus parce que les autres sont invisibles, ils ne sont pas à la bourse. Puis ils bâtissent des entreprises sur le long terme, solides, que quand ils la vendent, la compagnie va continuer d'être solide. Puis c'est des entrepreneurs là, qui
qui ont passé proche de tout perdre. Puis ils ont passé à travers. Ils se sont fait aider, peut-être, mais ils ont eu la clairvoyance de se faire aider, d'écouter, puis après ça, de reprendre leur course. Là, tu sais. Prochaine question pour toi. Le plus gros mythe en affaires? Le plus gros mythe en affaires, c'est on va sauver l'entreprise en augmentant les ventes. OK. Je ne m'attendais pas à celle-là. C'est quoi le problème avec ça? Bon, si je te dis que tu vends un produit avec 50 de marge brute, ça fait que si tu augmentes les ventes de 100 $, tu vas faire 50 $ de BAYA, de marge brute. Puis là, tu dis, si j'augmente beaucoup mes ventes, ça va faire beaucoup de 50 $. Puis, sauf que c'est quoi le coût d'acquisition de tes ventes? Comment ça coûte acquérir un nouveau client? Puis c'est quoi que ça coûte de plus dans l'usine pour le faire? Puis c'est quoi que ça coûte pour l'administrer? Puis combien ça coûte pour le financer? Parce que la banque va te donner 75 cents dans la pièce. Fait que, c'est quoi ton profit net? Exact. Il y a tout un poids financier qui vient avec la croissance des ventes, qui, en passant, c'est pas méchant, c'est juste est-ce que tu as le bilan pour le faire? Puis, alors que moi, quand j'arrive d'une compagnie, je ne sauve jamais la compagnie avec les ventes. Je coupe les dépenses, j'optimise, la loi de Pareto, j'augmente les prix. Parce que c'est pas en augmentant le volume que tu vas améliorer la performance. C'est en améliorant la performance, point. Pas à court terme. Ben, sur 5 ans, c'est une autre affaire, mais si tu dis on redresse la compagnie cette année, là, je te donne 90 jours, tu n'as pas de vente, tu n'entreras pas les ventes. Un outil ou une habitude que tu recommanderais, puis pourquoi? À un gestionnaire? La loi de Pareto. La garde en tête. Montre-moi tes chiffres. Je suis, tu sais, bon, il est rendu controversé plus que quand je m'y intéressais beaucoup, mais Elon Musk, j'ai lu ses 2 biographies, puis je m'intéresse beaucoup à son style de gestion, puis j'ai connu du monde qui ont travaillé pour lui, puis il l'applique beaucoup, ça. Puis c'est même pas... Des fois, c'est même pas d'améliorer la chose, c'est tout simplement la retirer si elle n'est pas nécessaire. Puis c'est ce qui explique comment est-ce que ces moteurs de fusée s'améliorent en ayant moins de pièces. Donc, ils sont de plus en plus performants, mais ils retirent la complexité ou leur voiture et tout. Puis je pense qu'on peut appliquer ça dans la gestion à 100%. Ben, mettons, je te dis, OK, on va enlever des pièces. Comment tu fais ça? Fait que là, tu regardes dans le processus de la pièce, là, tu sais. Je te dis ça, on l'a fait quand on faisait les vélos Bixi, là. Il arrivait avec un frame. Après ça, il fallait le nettoyer pour pouvoir que la peinture colle. Après ça, il y avait des stickers. Il faut mettre des stickers, une couche de peinture, un laqué. En tout cas, il y avait plusieurs étapes. Puis quand tu regardes où ça coûte, où va l'argent, là, tu dis, si j'enlevais les stickers, parce que c'est manuel, ça, là, je pourrais couper mon prix de X, puis le basic, il roule pareil, là, tu sais. Maintenant, tu sais, fait que quand tu fais cette réflexion-là avec les designers, parce que là, 20 ans, je dirigeais une compagnie qui faisait des balais de rue. Un balai de rue, là, c'était un puzzle de 4000 morceaux. Fait que là, tu dis, des places que tu peux économiser, 4000 morceaux, là. Mais si tu enlèves la lumière rouge qui tourne, tu n'as pas sauvé grand-chose. Tu veux dire, la fonctionnalité. Fait que là, tu dis, OK, je ne m'occupe pas de ça. Fait que tu regardes. Parce que les gens, ils faisaient des balais de rue parce qu'ils faisaient des balais de rue. Moi, je suis arrivé là, je ne connaissais pas ça, mais je me suis mis à questionner. L'argent, comment ça coûte. Puis là, il faut que tu brasses les ingénieurs de développement. Parce que les autres, il faut que tu les challenges, puis ils sont capables en passant, mais il faut que toi, tu inities la commande. Fait que ce que Trump fait, il essaie d'être il fait juste provoquer la réflexion. Mais en fait, il l'oblige plus que provoquer. Puis les gens, ils la trouvent, la solution. Ah, c'est super intéressant ce qui se passe, là. Fait que, tu sais, quand je te dis, je rentre, c'est moi qui lead la conversation dans une compagnie, puis je donne certains paramètres comme ça. Une fois que les gens ont dit, OK, c'est ça qu'on fait, ils le font, là. Puis ils le font pour le reste de leur vie, là. Quand Dominique part, ils sont
nouvellement habilités avec de nouvelles façons de faire. Là. Tout à fait. Si tu pouvais nommer 3 industries dans lesquelles tu encouragerais des nouveaux entrepreneurs ou des entrepreneurs en série à se lancer au Québec, où tu vois qu'il y a un beau potentiel puis qu'il y a beaucoup d'opportunités qui sont pas prises en ce moment, tu dirais, ça serait quoi? 3 industries. Ben, il y avait une industrie, j'ai voulu partir une application dans le domaine de la restauration, qu'avec ton téléphone, je pourrais reconnaître le client qui arrive, savoir qui il est, ses habitudes. Puis c'est pas une bonne industrie parce que c'est une industrie pauvre. La restauration, ils n'ont pas d'argent pour payer pour l'innovation. Fait que il faut que il y a beaucoup de place à l'innovation, mais il faut que ce soit à des gens qui ont les moyens, le goût. Fait que, au Québec, tout le monde le dit, au Canada, on a un déficit de productivité. Fait que comment tu améliores la productivité dans une usine? Il y a plein de solutions qui existent. Robotique, oui, mais au Québec, on n'a pas l'argent. Puis toutes les shops de baby boomers, là, ça a été fait par des patenteux. Celui qui a fait la première gratte de camion, tu grattes la neige. Ah oui, skidoo. Ça a commencé par des patenteux qui étaient excellents. Mais de devenir de classe mondiale, comme BRP l'est devenu, là, avec les skidoo et tout ça, c'est ça la transformation. Fait à quel point ça prend un changement, soit une nouvelle entreprise, parce que le boomer, il ne va pas le faire. Tu vois-tu des industries qui devraient être consolidées ou qui devraient être améliorées, dans lesquelles il manque justement ce relancement-là technologique? Toutes les Parce que tu l'as dit, il y en a de l'argent à investir au Québec. Toutes les places où c'est une famille en affaires, ça devrait être une opportunité pour l'acheter. Puis, business familial. Parce qu'ils sont gérés comme la famille. C'est pas un défaut, c'est juste que toi puis moi, on est 2 frères, puis le père, puis... Puis on entend beaucoup parler du potentiel qu'il y a en ce moment dans le reprenariat. Bon, le reprenariat, si tu vas voir le site de centre de transfert d'entreprise, 80 parce que je suis allé voir, c'est des entreprises que tu ne peux pas acheter, à moins que, mettons, tu vas être boulanger. Tu achètes une boulangerie, ils sont 10 employés. Fait que c'est des entreprises où tu deviens beaucoup l'artisan et non pas l'entrepreneur. Tu es en affaires, mais il faut que tu travailles. Là, Fait qu'il y en a beaucoup comme ça dans l'entreprise de service, je dirais, de proximité. Puis ça c'est utile, ça en prend, mais ça ne fera pas grandir le Québec. Fait que le reprenariat, c'est dans des entreprises où les baby boomers sont à vendre. Sauf que beaucoup, ils veulent un prix. Tu sais, il y a un juif qui m'avait dit il y a 2 prix dans la vie. Il y a le prix pour vendre, puis il y a le prix pour garder. Si t'es trop cher, tu vas garder ta shop. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui on m'a appelé hier une entreprise au Saguenay, là, une machine shop, fait 17 millions de chiffre d'affaires. Ça fait 3 ans qu'elle est à vendre. Le courtier a fouillé partout pour trouver un acheteur. Au prix qu'il veut. Fait que... Il y a probablement des belles stratégies de trouver une entreprise comme ça qui a un gros potentiel d'optimisation puis d'aller chercher un financement du vendeur. Fait que tu payes peut-être un peu plus cher, mais tu es financé. Tu rembourses son prêt à travers tes revenus puis tu l'optimises. Fait que tu l'amènes à une nouvelle valorisation. Est-ce que c'est une stratégie que tu considères comme ça dépend. ingénieuse? Moi, j'ai travaillé avec quelques fonds puis, pour faire des acquisitions. Puis je dis au vendeur ou à son courtier, nous autres, c'est pas nous autres qui va te donner le meilleur prix. Si tu fais un concours de beauté, là, appelle-nous pas. On va te donner un prix juste, un prix qu'on pense qu'on peut faire des choses avec. Mais si tu négocies d'une façon que tu n'as pas un peu de recul pour être indépendant dans ta décision, tu vas te tromper plus que moins. Là, fait que dans les concours de beauté, puis je te dirais, le bout facile, c'est de l'acheter. Après ça, il faut que tu achètes. Fait que, est-ce que tu sais ce que tu vas faire avec? Fait qu'il y a des choses à la mode où les financiers là, motivent les plus jeunes à reprendre. Là. Mais ils endettent la compagnie pas mal.
Voire à 100%. Puis j'en connais. Puis après ça, ben, la compagnie a des fluctuations. Tout à coup, le cash flow, il ne supporte pas la dette. Fait que là, tu t'en vas dans les moratoires de remboursement de capital. Puis là, il y a de la pression, il manque d'argent. Rendu là, c'est quasiment un partenariat avec le vendeur. Puis c'est de s'assurer que c'est bien aligné puis qu'il est prêt à te supporter pour t'aider à reprendre son entreprise puis qu'il ait son prix. Je peux te conter des histoires d'horreur que c'est pas vrai. L'été passé, une entreprise de distribution, le vendeur vend ça, peu importe le prix, à ses 3 employés qui sont déjà là depuis un bout de temps. Le vendeur, il garde 20 de la compagnie parce qu'il n'y avait pas le moyen d'acheter tout. Les 3 jeunes donnent une caution personnelle. Ils empruntent un cash flow loan d'une banque. 1 an après, ils sont au compte spéciaux. Ils sont en crise. Fait que là, la banque dit il faut que vous remettiez une coupe de 100 000 dans la compagnie. Le vendeur qui a touché 5 millions, là. Il les a pas aidés. Pas en tout. Il n'a pas mis une scène. Il s'est assis sur son 5 millions puis il a dit moi, je ne reprends plus de risques. La banque menaçait de rappeler l'entreprise, rappeler le prêt ou forcer la vente. Puis lui, il n'a rien fait. Puis il a mis 5 millions de cash dans ses poches. Il est encore actionnaire de la compagnie. Ça veut dire qu'il a renoncé à la valeur de son placement. Ils l'ont payé trop cher parce que sinon, il voudrait sauver son 20 quand même. Mais il n'existe pas. Il n'existe pas, son 20 c'est... OK. Ouais, là, c'est sûr que moi, je suis plus exposé aux entreprises qui ont des difficultés que celles que c'est des belles histoires. Là, c'est sûr. Mais là, tu as vu c'est de la sobriété. Dans les journaux récemment, Pélican, une belle entreprise de kayak et tout ça. Oui, oui. Ça a été mis sur la protection de la loi de la faillite, puis ça a été liquidé, les actifs. Pélican. C'est vieux, là, ça fait longtemps. Ils font les cases aussi. Hein, dans les journaux, là, je fais juste te répéter ce qui était dans les journaux. 3-4 ans avant maintenant, les propriétaires ont emprunté de la banque. Ils ont emprunté 60 millions pour se verser un dividende à eux-mêmes. Fait que là, la banque est dans... je ne sais pas combien elle va perdre, là. Mais eux autres, ils ont 60 millions, puis la banque, elle a un prêt de 60 millions qui vont être liquidés à je ne sais pas à quel prix. Puis ceux qui ont fait des offres pour la racheter, ce n'est pas les anciens propriétaires. C'est quelqu'un d'autre qui a été choisi. Eh bien. Une dernière question pour la rafale. Ton échec préféré? Mon échec préféré, c'est penser que je vais réussir, peu importe les circonstances. J'arrive avec tellement d'engagement que des fois, je ne reconnais pas le degré de difficulté qui va faire que ça va être impossible ou très difficile. Donc, c'est un échec qui s'est produit à plusieurs reprises, est-ce que je comprends? Pas à plusieurs reprises, mais j'ai pas... Parce que, tu sais, c'est facile à dire que j'ai 100% de succès si je prends juste les dossiers faciles. Fait que quand tu en prends des difficiles ou qui est plus tard dans le processus de détresse, là, les odds sont pas en ma faveur. L'adversité, la confrontation, le côté légal. Et puis c'est arrivé une couple de fois. C'est normal. Tu peux pas toutes les réussir. Non, mais je donne un bon combat avant de renoncer. Je peux imaginer. Don't mess with the fixer. J'ai une question pour toi. Ça se peut que je te prenne de court avec, mais j'aime bien le demander à mes invités. Ça me permet d'agrandir le réseau puis d'apprendre à connaître du monde que j'aurais probablement jamais touché dans ma vie. Donc, je te la pose. Est-ce que tu aurais quelqu'un à nominer que tu penses serait un bon invité pour venir sur le podcast en live, puis on va l'inviter? Oui. Il y a un dénommé Jocelyn Rioux qui a écrit 2 livres là, intéressants. Parce que lui, ce qu'il fait, c'est du business coaching. Puis les entrepreneurs qui sont débordés dans l'opération, là, ils ne savent pas comment gérer un comité de gestion. Ils sont pris dans le quotidien. Puis ils aimeraient ça se détacher pour pouvoir mieux investir sur la compagnie que d'être dans l'opération. Fait que lui, il fait ça.
puis reconnaître les entrepreneurs, puis les encadrer dans un comité de gestion, puis former l'équipe à c'est quoi un comité de gestion, puis comment on se prépare, puis comment on arrive, puis toutes tes dashboards, puis ces affaires-là. Là. Lui, c'est un accompagnateur, il ne gère pas, là. Ouais. Mais il garde l'entrepreneur sur son X, puis il est plein de belles leçons de vie. Là. Super. Ben, j'apprécie la nomination, puis tu vas nous permettre d'entrer en contact avec lui. Ben oui. Donc, ton académie est disponible sur Internet. On te trouve... Moi, je t'ai découvert sur LinkedIn, donc tu es très actif sur LinkedIn, Dominique Deveau. Et puis, les gens entrent en contact directement avec toi s'ils sont intéressés par ton académie. Ce que j'ai fait sur le site, il y a 2 boutons où tu dis « Appelle-moi, on va avoir une conversation de 15 minutes pour m'assurer que c'est un bon fit. » C'est un bon fit. J'aime mieux commencer par une conversation, puis après ça, ça te permet, toi, de faire un choix plus éclairé. Là. Donc, le site web, c'est? School.com, skool.com, /Business Fixers. Business Fixers. On va le mettre dans la description du podcast, fait que les gens vont pouvoir le retrouver. D'ailleurs, dans School, c'est une plateforme américaine, là, mais n'importe qui peut se partir son école, en présumant qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. La plateforme d'Alex Hormozy. On est fan d'Alex Hormozy ici. Puis si tu aimes Alex Hormozy, là, va sur ChatGPT, il y a une section Hormozy. Tu peux poser des questions. Comme si c'était Hormozy. À la Hormozy. J'adore. Vive le AI. Aurais-tu un mot de la fin? Ou sinon, je peux te poser la question que je pose toujours. En fait, je vais te poser cette question-là. C'est si tu pouvais écrire un mot, un texte, un message sur un billboard virtuel, un billboard que tout le monde verrait sur la planète, pas juste des gestionnaires, tout le monde. Qu'est-ce que Dominique lancerait dans l'univers? L'intentionnalité, ton intention. C'est quoi ton intention? Quel jeu tu joues, en fait? Puis en termes plus académiques, c'est l'intention. Fait que, tu sais, comme ce qu'on fait présentement, l'intention, c'est de contribuer à ceux qui vont l'écouter. Puis de s'assurer qu'on va donner de la valeur, ou on présume de ça. Fait que dans chaque affaire que tu fais, tu as une intention. Puis tu as une intentionnalité. Sinon, si tu n'as pas d'intention, tu fais juste drifter dans la vie. Ça va par là, ça va par là. Puis ça se peut que ça soit le fun de temps en temps, là, mais quand tu fais quelque chose avec une intentionnalité, en affaires en particulier, mais c'est vrai partout, ton contexte change. Puis quand ton contexte change, tes actions découlent naturellement de ça. Puis tu vas avoir des résultats ou pas, ça. Donc, avoir une intention, c'est important. Une intention, mais qui t'appelle à l'action. Tu sais, parce que si tu as l'intention d'être gentil, mais tu fais rien, ça va rester dans ta tête. Dominique, un énorme merci d'être venu. Je vous remercie. C'était très agréable d'échanger avec toi. Là. Ben, je suis content que tu aies participé, puis ça s'est fait super rapidement, puis écoute, c'est une très belle rencontre. Donc, j'ai bien hâte de réécouter ce podcast-là, puis d'avoir les commentaires de notre audience. Ah oui, puis à tous les millions de personnes qui nous écoutent. Même les millions. Merci beaucoup à vous autres. Ça fait plaisir. Alors, voici un autre épisode qui se termine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, allez mettre un like, abonnez-vous, laissez-nous un 5 étoiles sur Spotify. Ça nous ferait super plaisir d'entendre vos commentaires. Et n'hésitez pas d'entrer en contact avec nos invités. Ça leur fait plaisir d'échanger avec vous. Donc, sur ce, je vous souhaite à la prochaine, puis un grand merci d'avoir écouté cet épisode.